Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Avec moi, Vincent. Tiens, je t'introduis directement. D'habitude, je fais un peu plus durer le suspense. Waouh, j'ai été vite introduit. Ouais. Donc avec moi, Vincent. Salut Vincent, comment tu vas? Salut, dis-toi. Ça va pas mal. Très bien. On va aborder du coup les trades de Jrue Holiday, j'allais dire de Derrick White. Wow. Je suis peut-être un peu dans le futur. De Porzingis et évidemment la draft des Celtics qui peut-être pour certains ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc voilà, on va un peu parler des derniers mouvements des Celtics et voir ce qu'il en est, essayer de comprendre un peu la direction que veulent prendre les Celtics. Et donc Vincent, je vais te lancer directement. Premier trade, c'est Jrue Holiday qui est envoyé aux Blazers en échange de Anthony Simons, qui est donc un contrat finissant à 27,6 millions l'année, et de 2 seconds tours de draft qui sont un second tour des Knicks en 2030 et un second tour des Blazers en 2031, si je dis pas de bêtises. Déjà, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ce trade? On savait que les Celtics voulaient dégraisser, ça c'était pas une surprise. Ce trade nous met pas tout de suite sous la seconde à prendre, mais nous fait économiser, si je dis pas de bêtises, 5-6 millions, un truc comme ça. Ouais, 4,7, ouais. Voilà. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce trade? Je sais plus trop ce que j'en ai pensé. Ce que j'en pense maintenant, par contre, c'est effectivement, c'était le début des grandes manœuvres qui sont arrivées très tôt, comme d'habitude avec Brad Stevens. Donc ça, c'est toujours appréciable qu'on n'attende pas pour agir. On entendait parler depuis longtemps, on en parlait nous depuis longtemps, qu'il faudrait se séparer des contrats de Holiday, de Porzingis. Et ben il a pas traîné, l'ami Brad. On se demandait, vu l'âge d'Holiday, vu la taille de son contrat qui est assez astronomique, quelle valeur il avait encore dans la ligue. Est-ce que c'était une valeur positive ou négative? Moi je pense que le joueur est très positif, mais son contrat l'est beaucoup moins et son âge non plus. Et ben, du coup la réponse c'est quand même qu'il avait encore une valeur positive et que des franchises étaient intéressées par lui, parce que finalement on se retrouve à le trader contre un joueur beaucoup plus jeune, qui doit avoir 25-26 ans de souvenirs, et qui est pas inintéressant loin de là. On va pouvoir peut-être reparler plus en profondeur d'Anthony Simmons. On commence les fameuses économies, alors que de 4,7 millions, il faut beaucoup plus pour nous sortir du pétrin financier, mais c'est déjà pas négligeable. Tu as dit, Titouan, le fait que ce soit un contrat finissant, c'est-à-dire que c'est Anthony Simmons, il a plus qu'une année de contrat, c'est sa dernière année de contrat, par rapport à Holiday qui courait encore sur 4 ans. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est un contrat qui va être assez flexible, j'en reparlerai. Et en plus, on gratte 2 seconds tours de draft assez lointains, mais sans protection ni rien, donc ça peut être des seconds tours de draft qui peuvent être intéressants. On l'a vu, hein, les débuts de second tour, je pense qu'à l'heure actuelle, ça va devenir des pics un peu stratégiques, plutôt intéressants. Je pense qu'à la limite, en ce moment, un pic 31, 32, 33, ça a autant de valeur que 27, 28, 29 dans ces eaux-là, je trouve plutôt intéressant. Donc en fait, je sais pas encore exactement ce que ça va donner sportivement, même si je suis un peu intrigué. Par contre, je trouvais que le move global de Stevens était rapide, clair, et donc plutôt d'entrée de jeu intéressant. Ouais, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, vu qu'on connaissait pas la valeur de Jrue, et on en reparlera aussi vis-à-vis du trade de Porzingis, on avait tendance, alors toi t'étais peut-être un peu plus haut là-dessus, mais on avait tendance à se dire, Jrue il est vieux, il a un gros contrat qui est long en plus, on avait vu je sais pas si c'était du déclin, mais quelques performances, quelques contre-performances un peu inhabituelles cette saison. Du coup, on se disait, super, pour le refourguer, il va falloir en plus atteler un pic ou enfin voilà des assets. Finalement, on se retrouve à récupérer un joueur qui est certes en fin de contrat, mais qui est plus jeune, que tu peux re-signer, et de récupérer 2 pics
en plus avec. Donc au final, tu as réussi à te débarrasser entre guillemets du contrat de Jrue Holiday sans avoir à donner des assets en plus. Mais en plus de ça, t'en as récupéré toi en échange. Donc ça, je trouve que c'est un move qui est quand même ultra positif de la part de Brad Stevens. Après, comme tu as dit, bah, on va y venir maintenant, mais t'as aussi ce côté, enfin, qu'est-ce que va donner Anthony Simons aussi? Avant qu'on parle du joueur, je vais juste parler du fameux contrat finissant et pourquoi j'aime le fait que ça soit un contrat finissant. Parce que là, on va avoir plusieurs possibilités avec Anthony Simmons. On a des rumeurs qui sortent qui disent que le front office, ils sont en train de regarder la valeur d'Anthony Simmons pour voir éventuellement le retransférer là pendant cette intersaison. Je sais pas exactement à partir de quand on pourra le retransférer, tout ça, quand un joueur a été tradé, il peut pas être tradé tout de suite, ou je sais pas. J'ai pas Alors, tous je les... crois qu'il peut être retradé tout de suite à condition qu'il est retradé tout seul. Par contre, si tu veux le retrader et par exemple faire, j'en sais rien, un Anthony Simons plus Sam Hauser pour récupérer un contrat encore plus gros, donc si tu l'agrèges avec un autre joueur, là, faut attendre 2 mois, je crois. Donc ça D'accord. nous mène à fin août. En gros. Donc il y a des rumeurs de potentiel retrade. À 27 millions, il peut être retradé tout de suite. Tu peux attendre l'intersaison, et on va en reparler de la qualité du joueur, le faire jouer. Tu peux le faire jouer, et si sa valeur augmente, pourquoi pas, admettons, tu as besoin de retrader, tu veux retrader pour une star, ou j'en sais rien, ou pour dumper encore du salaire à la deadline, à la trade deadline, parce qu'il aura plus que quelques mois de contrat, et tu peux également le prolonger de suite, aux alentours des mêmes tarifs, à 30 millions l'année, si tu veux ne pas qu'il arrive en fin de contrat, et tu peux le faire jouer toute la saison, voir ce que ça donne dans ton équipe, et soit le laisser partir contre rien, tu vas faire des économies, tu vas enlever 27 millions de ta masse salariale par rapport à cette année, ou le prolonger parce que tu auras ces droits bird, donc tu peux le prolonger en dépassant les limites de salary cap, donc c'est-à-dire que les économies qu'on fait cette année, on en a parlé, il faut qu'on redescende en salary cap, mais il faudra qu'on soit plus tard capable quand Tatum reviendra, de réaugmenter cette masse salariale. Donc ce type de contrat-là peut permettre après de redépasser les aprons, les tout ça, enfin de refaire péter la banque. Alors est-ce que ça sera tôt ou tard, j'en sais rien. Mais en fait, globalement, on peut wait and see, on peut attendre et voir avec Anthony Simmons, voir ce que ça donne, et contrat finissant, c'est toujours une certaine valeur pour les front office parce qu'ils s'engagent pas sur 200 millions de dollars, 150 millions de dollars. En fait, alors il y a des joueurs sur qui on veut s'engager long terme parce que c'est des joueurs, je sais pas, les top 20 NBA, t'as envie qu'ils soient là long terme avec toi. Mais sur des joueurs un peu plus mid, un peu top 100 NBA, mais je vais pas vous le classifier, j'en sais rien exactement. Mais on attend de voir dans un contexte différent parce qu'on l'a toujours vu qu'à Portland, pas toujours dans des équipes compétitives, même rarement dans des équipes très compétitives. Et là, on va pouvoir y venir. Effectivement, Titouan, je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est un joueur que je trouve assez intriguant finalement, ce Anthony Simmons, parce que ça manque pas de talent, ça a des défauts, mais ça manque pas de talent. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et c'est vrai que du coup, alors juste sur le truc du contrat finissant, on en reparlera aussi sur un autre joueur qu'on a récupéré dans le trade de Porzingis, qui est également un contrat finissant. Là, par rapport à ce que tu as dit, moi, le côté, alors oui, ça peut arriver. Là où je suis un peu moins fan, c'est le côté de le laisser partir pour rien, parce que, en fait, oui, tu vas économiser 27 millions dans ta masse salariale, mais ça va pas pour autant te libérer vraiment du cap space dans le sens où ah bah cool, du coup à la free agency on va avoir de l'argent. Non, parce qu'en fait tu vas quand même rester au-dessus de la free agency parce que bah t'as 130 millions sur 3 joueurs quoi, même plus. Et du coup là-dessus je suis un peu moins fan. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les contrats finissants sont aussi intéressants à la deadline pour des équipes qui eux sont un peu au-dessus du salary cap mais pas trop, qui du coup vont pouvoir le prendre et en se disant, bah, cet été, si on le laisse libre, là, pour le coup, on va réussir à se libérer du cap space pour la free agency. Et Anthony Simons, contrairement du coup à l'autre joueur qu'on a reçu dans le trade, Anthony Simons, il y a un côté potentiel. C'est un joueur qui était attendu avec un certain potentiel à Portland, qui n'a que 26 ans encore. Et du coup, je pense que pour le coup, parce que pour pouvoir l'envoyer, si vraiment tu veux te libérer du cap space, il faut l'envoyer à une équipe qui peut encaisser ces 27 millions. Ou voilà, et qui t'envoie quelques millions en échange, mais qui peut encaisser, on va dire, une quinzaine, vingtaine de millions. À la deadline, en principe, les seules équipes qui peuvent faire ça, c'est les équipes qui sont peu compétitives, mais donc des équipes qui peuvent être intéressées par le profil de Simmons, c'est-à-dire par le côté un peu, ok, il est jeune, on peut peut-être encore creuser un petit truc et le prolonger derrière. Et donc ça, je pense que ça peut intéresser des équipes, effectivement. Pour revenir sur le joueur, du coup, euh,
moi au début j'étais pas trop chaud. D'ailleurs je suis pas toujours énormément. Je suis vraiment sur le côté curieux de voir en fait, parce que Anthony Simons défensivement, on va venir sur l'attaque parce que c'est vraiment le côté positif. On balaye vite la défense. Défensivement, c'est vraiment, il y a vraiment rien. Alors à quel, non mais enfin, il est pas très grand. Il est pas très mobile, je trouve latéralement. Après, à quel point aux Blazers, il faisait juste pas d'efforts. Enfin, on va dire que le contexte Blazers ne te poussait pas à t'arracher pour bien défendre depuis quelques saisons. Donc à voir, est-ce que parce que j'ai beaucoup lu et entendu, ouais, mais dans le contexte Celtics, il va forcément bien défendre. Ouais, faut pas oublier que le contexte Celtics, ils viennent de perdre un super rim protector et un des meilleurs défenseurs du point of attack avec Jrue Holiday. Donc le côté oui, à Boston, il va forcément bien défendre. Oui, tu viens quand même de perdre deux bons, même trois si tu comptes Tatum qui est blessé, trois des meilleurs défenseurs de ton roster. Donc je pense que la défense des Celtics, on en parlait en off, ça va pas être la même quand même. Donc ouais, défensivement, je trouve il y a vraiment pas grand chose à quoi se raccrocher. Et offensivement, pour le coup, je pense que toi tu vas venir là-dessus, mais c'est un shooter élite. Et je pense qu'il y a un côté, alors il drive très peu vers le cercle, même s'il y a un peu de progression. Effectivement, là pour le coup, on peut se dire dans le spacing de Boston, ça peut être intéressant, ça peut lui ouvrir des lignes de drive. Mais j'ai vu beaucoup de comparaisons. Enfin, on m'a beaucoup dit des gens qui visiblement l'ont plus vu que moi, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé 80 matchs de Anthony Simons non plus, qu'apparemment il y a un peu un profil à la Pritchard. C'est un peu un Pritchard, mais version améliorée, on va dire. Un peu plus grand, peut-être un peu plus de création pour lui, notamment sur le pull-up. Euh, donc ouais, je sais pas ce que toi t'en penses, notamment offensivement de Anthony Simons. Sur la défense, il y a un truc qui peut être positif, c'est que malgré tout, Portland, sur la deuxième partie de saison dernière, là, a réussi à avoir une très bonne défense, et il jouait beaucoup. Donc, alors après, ils ont des top défenseurs tout autour de lui, hein, mais je pense qu'on est capable de lui fournir un roster compétitif de ce point de vue. Donc, je pense que malgré tout, il y a peut-être eu pendant des années, là, parce que lui, ça fait combien de temps qu'il est en NBA, qui joue vraiment, ça fait 6-7 saisons, on va dire. Il y a quand même eu des années creuses, tanking, plus ou moins assumé à Portland, donc je pense que les efforts étaient pas forcément au rendez-vous, parce que il est pas très grand, mais il y a une énorme envergure. J'étais assez surpris de ça, parce qu'il doit faire un 91, et je me demande si c'était pas plus de 2,05 m d'envergure, ou même un peu plus. Donc il y a quand même des outils, et s'il est capable d'offensivement bouger un peu, je pense qu'avec un peu d'envie, il y a moyen quand même de faire les minima, on va dire. Offensivement, tu l'as dit, hein, c'est un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Gros volume, depuis 3 saisons, c'est 9 tentatives, 8,8 et 8,5 tentatives par match, c'est du 37, 38, 36. En carrière, c'est 38%, c'est beaucoup de pull-up. Alors c'est vrai que pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de 3 points à Boston, bon, ben, pas une bonne nouvelle. Très clairement, on vient de récupérer des mecs dont c'est le fonds de commerce, hein, un tir sur deux pour lui minimum et à 3 points. Du coup, tu l'as dit, hein, pas beaucoup vers le cercle, donc pas non plus énormément de lancers francs. Une création collective qui est apparemment, de ce qu'on entend, parce que c'est pareil, on n'a pas eu le temps de se refaire 20 matchs des Blazers et tout, et pas inintéressante. Donc bah, on est un peu comme ce qu'on disait par rapport à d'autres éventuelles équipes, on est un peu curieux et on veut voir en fait. On veut voir. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est que quitte à avoir des shooters, un shooter comme lui, moi ce que je me suis fait comme vidéo, c'est soyeux quand même. C'est très joli. Et vu qu'on va regarder beaucoup de matchs, tous les matchs, bah, autant avoir des beaux joueurs. c'est pas plus désagréable pour les yeux, hein, très clairement. Et donc voilà, ouais, curieux. Je suis vraiment dans cette curiosité. Alors forcément, on passait d'un des meilleurs backcourts défensifs de la NBA depuis 2 ans. Ah là, ben, on va rajouter un peu de créativité, de punch plutôt offensif, et on va perdre en défense. Bon ben voilà, let's go, on va voir s'il reste bien sûr. Mais en tout cas, en l'état, ben, quand j'ai vu ce trade, je dis ok, il y a ce côté, ah j'ai quand même envie de voir, parce que c'est quand même un mec qui frise avec les 20 points depuis 3 saisons, avec un vrai rôle offensif un peu costaud, donc il y a toujours ce côté, si on lui demande un peu moins, Anthony Simons à Boston, parce qu'il arrive dans une équipe bien plus forte avec bien plus de talent autour de lui, est-ce que si on lui demande un petit peu moins,
est-ce qu'il va pas réussir à exploser sa production en termes de qualité? Et ça, c'est Ouais. vraiment un peu l'objectif. Jrue Holiday était un meneur de jeu typé All-Star avec un fort volume, plutôt inefficace, donc plutôt moyen dans ses créateurs primaires. Quand il est arrivé à Boston, il est redescendu en rôle. Il a changé de métier, moi j'en ai souvent parlé. Par contre, c'est devenu un des meilleurs dans un métier un peu moins compliqué, un peu moins dur, pas toujours intéressant. Et c'est devenu un des meilleurs de la NBA pendant 2 ans sur ce côté, ben voilà, un plus petit rôle. Alors le problème, c'est que du coup, il avait un contrat démesuré pour ce nouveau rôle. Mais voilà. Et je me dis, hein, Fermin Simmons avec un peu moins de responsabilité, entouré d'élite shooters, les Derrick White et Sam Hauser, avec un Brown qui va prendre de l'attention sur lui, ben, je pense que ça peut être assez sympa. Nous qui créons quand même beaucoup de 3 points ouverts en catch and shoot, on en crée beaucoup, le jeu de Mazzulla en crée beaucoup. C'est un mec, attention, hein, ouvert en catch and shoot à 3 points, ça va tomber dedans. C'est vraiment un des meilleurs de la NBA depuis plusieurs années là-dessus. Hein. Bah, ouais, puis en plus, tu vois, je regardais un peu son historique à Portland, et alors c'est pas positif pour si une équipe veut en faire son créateur primaire ou secondaire. Par contre, ça peut être positif pour nous si jamais on décide de le garder et on décide que ce soit un des troisième, quatrième meilleurs joueurs de notre équipe autour de Tatum et du futur corps, on va dire, pour plus tard. C'est que c'est un joueur, plus l'usage est bas, plus il est efficace. Et en fait, ses meilleures saisons à l'efficacité, c'est les saisons où en fait, il y a encore Damien Lillard, il y en a une où il y a encore McCollum, où en fait, lui, il est là, c'est le troisième, quatrième, cinquième meilleur joueur, un peu dans ce rôle qu'avait Jrue Holiday en fait. Mhm. Et je pense que pour le coup, chez nous, il aura moins de responsabilités et moins d'usage que ce qu'il avait les 2 dernières saisons à Portland. Et on voit en tout cas à Portland, à chaque fois qu'il a eu un usage plus autour des 25, l'efficacité était quand même plutôt bonne. Là où dès que ça grimpait autour des 27, 28, 29, l'usage, l'efficacité chutait. Donc ça peut être positif, ça peut être un espoir, effectivement, Ouais. J'ai de un le petit voir truc, performer. c'est vrai que quand on nous parle d'Anthony Simmons, tout de suite on pense à scoring. Ça, moi, je le vois un peu, tu parlais de Pretty Charles, je le vois, voilà, scoring, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je suis sur Basketball Référence, je sais pas si je vais dire une bêtise, je vois que depuis 2 saisons, son assist percentage et son usage percentage, ils sont à peu près équivalents, c'est quasiment du 1. Donc, Je suis sur sur Cleaning Cleaning the the Glass. Class, ouais, vas-y. C'est 0,92 cette année et 0,90 la saison d'avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa tendance à scorer et à passer, elle est à peu près équilibrée. On n'a pas l'habitude de manipuler ces chiffres, mais globalement, entre 0,5 et 0,7, c'est des gros scoreurs qui font quasiment que ça, on va dire. C'est Ou les des Kristaps finisseurs, Porzingis. enfin, Voilà, c'est ou des vraiment. finisseurs, les Kristaps Porzingis de ce monde, hein, par exemple. Euh, Aux alentours de 1, tu me dis si je dis une ânerie, bah, c'est des mecs assez équilibrés. Au-dessus de 1,2, c'est les Chris Paul. De 1,2, c'est les Chris Paul, c'est Haliburton, c'est presque des pass first ou des gros meneurs de jeu, plutôt passeurs. Donc globalement, un truc un peu équilibré, mais c'est un mec finalement qui ne fait pas que ça. Donc sa valeur n'est pas que là. Donc faudra voir à quel point il sera responsabilisé balle en main ou à l'éventuelle création collective. Mais à minima, je pense qu'on peut compter sur un connecteur de très bon niveau parce que de toute manière, il doit avoir une formation quand même de meneur de jeu, de passeur. Donc je pense que si on lui demande de faire une passe en mouvement ou des choses comme ça, il en est complètement capable. Oui, et puis surtout, j'ai vu des fans des Blazers qui du coup l'ont plus vu que nous, qui disaient que justement cette dernière saison, ça avait pas mal développé un peu le playmaking, la création pour les autres. Donc ça peut être intéressant parce que justement avec des joueurs comme Brown, comme White autour de lui, ou même comme Tatum à l'avenir si on le garde, euh, ça peut être super intéressant d'avoir ce genre de connecteur à côté. Complètement. Donc finalement, tu vois, on est un peu dans ce côté, on n'est pas sûr que ce soit une super affaire, mais on a bien envie de voir. Super affaire sur le deal en lui-même, je pense que si, parce que au final tu l'as eu en échange de Jrue Holiday et en plus tu as eu 2 secondes tours en plus, donc en vrai, enfin, je me dis, je pense que ce sera un joueur qui va apporter, peut-être pas du niveau de Jrue Holiday 2023-2024, euh, quoique au final le rôle de Jrue Holiday c'était vraiment un rôle assez restreint, c'est juste il était élite dans ce rôle-là. Je pense que Simmons pourrait avoir un rôle peut-être un petit peu plus gros, euh, et peut-être du coup moins élite, mais il fera peut-être un peu plus de choses. Je sais pas. Mais en tout cas, Je, c'est
curieux de voir ça. Ouais, curieux. Je vais emprunter, parce que je suis fan du monsieur, une phrase à Tom Feller de Nike Hebdo, qui disait sur un autre move de Bane, en l'occurrence, que le move était cata, mais que le deal était cata. Je sais pas s'il a dit cata, mais que le move était déceptif, mais que le deal était très très bon pour Memphis. Et ben là, c'est un peu ça. J'adore cette formule. Le move, on peut le questionner, même s'il était un plus ou moins obligatoire. Par contre, le deal, comme tu dis, nous on pensait pas que Jrue Holiday ait une valeur si positive. En plus, sur une équipe comme Portland, je m'y attendais pas. Mais ça, comme d'habitude, les trades avec Brad Stevens, on s'y attend pas. C'est pas ceux qu'on avait envisagé. Surtout de revenir dans l'équipe où il avait passé 24 heures le coup d'avant. Mais le deal semble ok de par la nature des contrats, la durée et les 2 petits pics de draft qu'on récupère. Donc oui, en fait on n'est pas très positif, on n'est pas très négatif, mais par contre s'il est au début de la saison dans le roster, je serais content de voir ce que ça donne et peut-être avec une vraie possibilité de belles surprises. Donc cool. En plus il est encore dans des âges où il y a moyen, quoi, on va dire. Fin de deuxième contrat, Oui, oui, il puis y a moyen de gratter des choses. en plus, comme on disait, tu vois, il a 26 ans, tu peux encore t'imaginer qu'il progresse, tu vois. Donc, Complètement. bah écoute, je te propose qu'on passe au deuxième deal, Yes. au deuxième trade, qui est du coup, donc, on l'a dit, il fallait passer sous le second apron, on savait qui allait partir, et c'était Porzingis. Et là, pour le coup, on pensait, enfin en tout cas moi j'étais vraiment quasiment persuadé qu'on allait devoir lâcher peut-être le pick 28 ou qu'on allait lâcher un premier tour de draft pour se débarrasser du contrat de Porzingis, parce que si le joueur en santé est incroyable, le problème c'est qu'il n'est pas souvent en santé, et que la saison dernière il l'a pas beaucoup été, et même quand enfin non, j'allais dire même quand il l'a été, il était pas très bon, mais en fait c'est parce qu'il était pas, il y avait cette maladie, enfin il a fait des playoffs qui sont vraiment pas bons avec cette maladie, le maladie imaginaire là, la maladie que personne ne connaît. Du coup, le deal, c'est qu'on envoie Porzingis. Alors, je l'ai plus sous les yeux. On envoie Porzingis aux Hawks Oui. avec un second tour de draft Oui. en échange de George Niang et un autre second tour de draft. D'ailleurs. Mais j'ai pas le détail, moi, là, par contre, je vais pas te mentir. Et je vais le retrouver. Mais du coup, et pour que ça fonctionne, fallait que les Hawks envoient Terrence Mann aux Nets. Donc, Et accompagné du pick numéro 22 de cette année. Oui, c'est ça. Voilà, alors je l'ai sous les yeux. Donc, les Hawks reçoivent Porzingis et un second tour de draft de notre part, qui est d'ailleurs un second tour qui était pas si inintéressant. Je crois que c'est le 2026. Oui, ça c'est le moins favorable des Celtics, entre les Hawks et les Celtics de 2026. Et les Nets reçoivent Terrence Mann et le pick 22, effectivement. Et les Celtics reçoivent George Niang et un second tour de draft qui est le second tour de Cleveland 2031. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a une espèce de swap entre les picks. Faudra voir comment ça se passe avec Cleveland 2031, c'est très loin, mais possiblement que le pick qu'on a envoyé du second tour est peut-être un peu plus intéressant que le pick 2031 des Cavs, mais encore une fois, dans 6 ans, il peut se passer beaucoup de choses à Cleveland. Mais en gros, si on résume, on a réussi à se débarrasser entre guillemets de Porzingis en récupérant George Niang, dont on va parler un peu plus tard, sans avoir à lâcher de gros assets. Avant de te donner la parole, j'ai vu 2-3 trucs, et notamment c'est Guillaume aussi qui disait ça dans son podcast, mais j'en ai entendu parler aussi sur X, sur les Discord, etc. Beaucoup de gens qui étaient déçus de ce qu'on avait récupéré en échange de Porzingis, dans le côté il n'y a pas eu la magie Brad Stevens. D'habitude, en gros, Porzingis, si Brad Stevens l'aurait tradé, on aurait dû récupérer Nikola Jokic et 3 premiers tours de draft. Non. Je pense qu'on j'exagère évidemment, mais je pense qu'on sous-estime on a surestimé plutôt la valeur qu'avait Porzingis à l'instant T. Comme j'ai dit, à cause des blessures, de sa maladie, etc., de son niveau de jeu, du fait que c'était un contrat finissant à 30 millions quand même. Et surtout, je pense qu'on a surestimé ou peut-être oublié le fait que les équipes d'en face savaient que Boston devait faire des économies. Et du coup, dans des discussions de négociation, quand tu sais que l'équipe en face, elle est obligée de vendre pour passer sous le second apron, tu peux plus facilement la manipuler entre guillemets et lui dire écoute,
envoie ça ou rajoute un second tour ou moi je t'enverrai pas de first contre Porzingis parce que de toute façon, si t'es pas d'accord avec mes conditions, on fait pas le trade et bon courage pour trouver une équipe qui acceptera de récupérer Porzingis et 30 millions en échange d'un petit contrat parce que tu veux passer sous le second approach. Donc je pense que dans la négociation du trade de Porzingis, Brad Stevens et les Celtics n'étaient pas du tout en mesure de négocier en force, on va dire, euh, n'avaient pas vraiment la main mise sur la négociation et qu'en gros, bah, pour moi, mon avis sur le trade en lui-même, et on parlera du joueur qu'est George Niang après, euh, trade Porzingis sans lâcher de first round pick, de premier tour de draft, pour moi, elle est déjà là la victoire. En fait. Pendant que tu parlais, il y a un truc que ça m'est venu là tout de suite. Si je vous dis, j'aimerais bien la réponse de plein de gens. Porzingis contre George Niang, Terrence Mann et un pick numéro 22, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'en fait, c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, Atlanta dépense un first round pick, 2 joueurs dont un Terrence Mann qui est pas inintéressant, contre le pari Porzingis d'un an. Le fameux pari, moi je considère quand il est en santé, il te change une équipe, littéralement, il te change la géométrie d'une équipe, la géométrie d'un match. J'ai adoré les 2 ans qu'il a fait quand il a été en santé sur le terrain, j'ai adoré ce qu'il a produit, vraiment. J'oublierai pas les bouts de playoff de l'année, pas cette année, de l'année dernière, quand il est sur le terrain, sur le game 1 des finales, il est extraordinaire, comme on l'a déjà vu. Mais au final, en fait, si on veut, on paye la volonté d'économie. Donc en fait, on n'a pas récupéré grand chose parce qu'on avait ce fameux, en fait, on a été obligé d'appeler les Nets. Bonjour les Nets, il faut que vous récupériez du salaire, tout simplement. Donc ce trade-là, je sais pas si on l'a dit, il nous fait économiser 22,5 millions de salaire. Donc là, pour le coup, c'est énorme comme économie. De toute Il façon, nous nous, fait on passer l'avait sous le second apron. sous le C'était second l'objectif. apron. Tu as parlé de la difficulté de négociation. Ben oui, et ça, c'est-à-dire que Stevens, lui, il a dû dire, avec les Hawks, moi je vous l'envoie. Porzingis, par contre, je récupère pas grand-chose. Les Hawks, de toute façon, peuvent pas encaisser le salaire de Porzingis. T'es obligé d'appeler la seule équipe qui a du cap cette année, c'était les Nets. Et donc, du coup, ça te coûte un first round pick. Donc, finalement, si on te dit, avant l'intersaison, Titouan, Porzingis, tu vas les changer contre Terrence Mann, George Young et un first round. Alors, c'est pas toi qui les reçois, tu les veux pas, ces mecs, tu veux pas les contrats. T'as récupéré le plus petit contrat, d'ailleurs. Hein. Peu importe le joueur, finalement, t'as récupéré le plus petit contrat et sur le moins de temps possible. En George Niang. Et ben t'aurais dit waouh extraordinaire, on récupère un first round pick pour Porzingis qui est à l'agonie, qui a fini quasi injouable sur un terrain de basket la saison, donc qui est tout le temps blessé et tout, enfin etc. Donc finalement, oui, en fait, on n'a pas l'espoir, il a pas réussi à récupérer dans le lot un vite Krejci, un jeune un peu inconnu où on se dit waouh sous Stevens, sous Mazzulla, ça peut devenir un vrai role player ou enfin le truc qui te fait un peu espérer. Mais au final, et en plus il y avait une contrainte temporelle parce que je suis intimement persuadé que Stevens voulait repasser sous le second apron pour la draft, pour être plus flexible pendant la draft et les jours qui la suivent. Donc Puis même au-delà de ça, même pas forcément que pour Stevens, mais typiquement là on le voit, il y a eu le trade du pick 22. Les picks de draft ont plus de valeur tant qu'ils sont pas utilisés. Et donc en fait, là typiquement ce trade-là, tu le fais après la draft, les Hawks ont plus le pick 22 à donner. Enfin, ils pourraient potentiellement toujours l'avoir à donner, mais les Nets pourraient ne plus être intéressés parce que le joueur que les Hawks ont choisi peut-être ne les intéresse pas. Et du coup, t'as plus le pick 22 dans la balance à mettre, donc c'est peut-être un futur pick de draft, mais du coup, est-ce qu'il a plus ou moins de valeur? Enfin, je pense que les trades ont été faits avant la draft pour justement avoir cette possibilité d'inclure des picks de draft de la draft 2025 dedans. Donc voilà, c'est ah oui, si on raisonne que sportivement, c'est horrible, clairement. Mais on a assez développé sur le podcast. Je pense on le développe depuis longtemps, les problèmes de trésorerie, entre guillemets, de salaire qu'on va avoir. On a refait un podcast là-dessus il y a pas longtemps. On en était pleinement conscient. Il y a la blessure de Tatum qui moi j'ai dit, qui clouait le cercueil de tentatives de performance l'année prochaine. On va dire, parce que je pense qu'il y aurait quand même eu des trades de dégraissage avec Tatum, mais là sans Tatum, tu peux être sûr que c'est peut-être même pas encore fini, entre guillemets. Donc vraiment, oui, au final, tu lâches rien, tu récupères pas grand chose, mais j'oublie pas que dans le deal, il y a quand même un first round pick, donc en fait, la valeur de Porzingis, ça n'était pas si cata, et donc
bah, comme d'hab, on va dire, Brad s'en sort bien. Bah, moi, enfin, dans les faits, si on raisonne que sportif, on perd deux gros joueurs qui peuvent jouer en playoff, qui sont impactants, et on récupère un mec qui nous intrigue et un George Young dont on n'est pas grand fan, malgré certaines qualités dont on va pouvoir parler. Mais il n'y a pas grand monde qui est grand fan de George Young, même si ça reste un joueur, un vétéran référencé de la NBA. Oui, en fait, ce qu'on peut se dire, je sais pas à quel point c'est vrai, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, si les Celtics étaient OK pour récupérer, pour rester au-dessus de la seconde apron, en tout cas pour le moment, et récupérer le contrat de Terrence Mann, mais en fait, on n'aurait pas eu besoin des Nets, et peut-être que le pick 22, du coup, il serait venu chez nous. En gros, Bah, c'est... si tu fais juste ce trade-là, comme je te l'ai présenté, Porzingis contre Mann, Nyang, un first round, ça m'aurait pas fait rêver, très clairement. Je suis pas un énorme fan de Terrence Mann, mais voilà. Juste comme ça, t'aurais dit, ah, bon, c'est ok. Il y avait plus qu'un an de contrat, Ouais, machin, on récupère un Terrence Mann qui est pas bien vieux non plus. Un first round pick en 22, on pourrait packager pour monter, j'en sais rien. Donc, c'est oui, juste que le souhait de vouloir rester sous la seconde apron, enfin de passer sous la seconde apron, t'a coûté Terrence Mann, du coup, mais aussi le pick 22, du coup. C'était un peu voilà. la contrepartie. Genre, tu pourrais avoir Terrence Mann et le pick 22, mais vu que tu veux passer sous le second apron, ok, pas de souci. On ne file pas Terrence Mann, on le file au net, mais par contre, bah, on ne file pas le pick 22 non plus. Moi, C'était un je peu regarde pour connaître la cote de Porzingis, je regarde ce que Atlanta a dépensé. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez acheter une maison, on va regarder ce que l'acheteur a dépensé pour vous l'acheter. Ou une voiture, j'en sais rien, bref. Tout ce qui a une cote, ben là, la cote d'un joueur, c'est qu'est-ce qu'Atlanta a dépensé. Ils ont dépensé 2 joueurs et un first round pick. Donc, 2 joueurs dont un vétéran potable. référencé et un jeune, enfin un jeune, pas un très jeune, mais un role player ok. Je pense qu'il y a des gens plus chauds que moi sur Terrence Mann, j'ai pas assez vu jouer, mais voilà, c'est l'image que j'en ai. Donc ouais, deal ok, deal ok. Oui, c'est pas le deal de Brogdon, c'est pas le deal de venu d'ailleurs de Derrick White d'ailleurs. Ou Bref, de mais Porzingis quand il vient. oula, encore plus de Porzingis quand il vient où on récupère des pics en envoyant Le Smart. premier tour, en envoyant Voilà, Smart. donc donc oui, comme disait Guillaume dans son podcast qui est très bon, vous pouvez aller l'écouter parce qu'il explique très très bien toutes les tenants et les aboutissants financiers aussi. Il y a pas eu, c'était pas magique, mais bon, Ouais. on a été mal habitués, j'ai l'impression. Parlons du coup, bah donc on a récupéré George Niang. Alors oui, c'est vrai, petite parenthèse, allez écouter plutôt le podcast de Guillaume qui a fait un podcast du Basket Lab, qui a fait un podcast justement sur les trades de Jrue Holiday et Porzingis, qui est très complet et très intéressant. Du coup, dans le deal, on récupère George Niang, tu l'as dit, qui est un vétéran qui est pas trop apprécié dans la fanbase des Celtics, mais je pense que c'est plus je vais pas dire un délit de faciès, mais disons que c'est un joueur qui, un peu à la Marcus Smart, à la Draymond Green, c'est des joueurs ou la Pat Beverley, des joueurs qui peuvent très vite énerver les adversaires et les fans adverses, mais dont je pense que t'es bien content de l'avoir dans ton équipe. Euh, Finalement, ça reste un excellent shooter. C'est un joueur qui fit plutôt bien avec les Celtics, enfin du moins avec le jeu de Mazzulla. On ne sait pas à quel point, on va en parler, on ne sait pas à quel point on va le garder sur le long terme. C'est un contrat finissant, enfin sur le long terme, je veux dire même cette saison. C'est un contrat finissant, 8 millions la saison. Lui, pour le coup, il y a des scénarios qui se fassent trader cet été, mais il y a aussi un scénario, et on en reparlera, où on le garde cette saison et on peut le trader à la deadline. Et ça, pour le coup, je pense que lui peut intéresser beaucoup d'équipes parce que 8 millions, il y a pas mal d'équipes qui peuvent l'encaisser ou même ne serait-ce que envoyer un joueur avec un contrat non garanti que les Celtics coupent derrière ou des choses comme ça. Et pour le coup, enfin, Vincent, t'en avais parlé en off, tu vas sûrement en reparler là, mais c'est un joueur qui a joué pas mal de matchs de playoff, qui chaque saison joue régulièrement avec un vrai minutage, donc c'est vraiment un joueur de rotation et qui a pas joué que dans des équipes de tanking, qui a vraiment joué de mémoire. Bah, il était récemment Je au vais pouvoir te Cavs. faire tout son CV des Ok, 5 bah, dernières années si tu veux. je vais te laisser le faire. Je voulais juste dire que ce genre de joueur-là, avec l'expérience et le shoot qu'il apporte, même si évidemment il a des compromis, moi défensivement je suis beaucoup moins chaud que toi, je pense là-dessus, mais je pense qu'à la deadline, il va y avoir des équipes compétitives qui veulent faire un push et qui vont être là, bah, un petit spacing, si je peux lâcher un petit second tour de draft et un mec du bout de mon banc pour récupérer le spacing de George Niang, ça se tente.
Et je pense, tu vois, des équipes comme des équipes à l'Est, des équipes comme le Magic par exemple, qui pourraient se dire, bah ok, Bane c'est cool, mais un deuxième shooter, ça ferait pas de mal. Les Timberwolves aussi, qui sont une équipe qui pourrait avoir besoin de spacing, s'ils se retrouvent deuxième, troisième, quatrième à l'Ouest, pourraient se dire, bah tiens, c'est peut-être entre guillemets la pièce qui nous manque pour rajouter de la profondeur. Je pense que c'est un joueur, faudra pas être choqué si il commence la saison avec nous et qu'il est tradé seulement en février 2026. Maintenant, Vincent, place à toi, parle-nous de Je qui suis en est train de George me dire, Niang. je vais faire la pub de George Niang, quoi. Je déteste George Niang, quoi. Je déteste. C'est pas, je suis pas fan, quoi. Mais c'est un fait. Depuis 2020, 2020-21, il est à Utah, il fait 72 matchs, 1000 minutes. 76 matchs à Philadelphie l'année d'après, 78 à Philadelphie, 82 à Cleveland, 79 cette année entre Cleveland et Atlanta. C'est du 1005, 1007, 1008 minutes. C'est un mec qui joue. C'est un 7e homme, 8e homme d'équipes compétitives qui vont tous les ans en playoff. C'est plus de 40% de réussite à 3 points sur 1868 tentatives sur ces 5 dernières saisons. C'est un shooter d'élite. C'est un spot-up shooter d'élite. Donc effectivement, c'est un mec qui a une qualité offensive. C'est un mec qui peut te faire basculer un match en playoff en rentrant 5, 6, 7, 8 minutes et en plantant 2 ou 3 points consécutifs, voilà. Et moi, je l'ai vu survivre défensivement sur des gros ailiers pas trop mobiles en fait, parce il est lourd ce George Young, il est pas vif, donc je pense très clairement, oui, il peut être ciblé défensivement, ça peut être assez dramatique, mais on l'avait vu on l'avait vu tenir. En plus, j'appellerais ça un peu des têtes de con quand même, c'est des mecs un peu qui se laissent pas faire, qui ont de l'expérience, c'est le mec qui a la trentaine, donc oui, c'est pas fan du joueur, connaît pas le personnage, mais c'est un mec qui a trouvé des contextes tous les ans depuis ben voilà, très longtemps, depuis qu'il a 24-25 ans, depuis qu'il a 23 ans, il a trouvé des contextes et surtout du temps de jeu. Et ça, et franchement, quand tu as du temps de jeu dans Utah, je sais plus si c'est le Utah de 2020, s'il est encore compétitif ou pas, mais Utah, Philadelphie 2 ans, Cleveland et Cleveland Atlanta cette année, bah t'es pas En, nul. en T'es dehors pas de nul. en dehors de sa saison rookie, sa saison sophomore, donc qui est du coup à Indiana puis la première saison de Jazz. En dehors de ces deux saisons, tout le reste, donc il a joué 8 saisons en NBA, si j'ai pas de bêtises, 9 saisons. 7-18, oui, c'est ça. Sinon, toutes les saisons, il a joué les playoffs. À part cette année, parce qu'en fait, il a été tradé à Atlanta, mais s'il était resté à Cleveland, il aurait joué les playoffs. Et Cleveland, il joue 1000 minutes cette année en 50 matchs. C'est-à-dire que c'est un mec qui est dans la rotation, cette fameuse équipe de Cleveland qui a si bien performé. Il était dans la rotation. Ils ont été obligés de le transférer pour avoir DeAndre Hunter, donc qui est quand même une upgrade. Et voilà, c'était pour le fameux push en playoff. Bon, ils n'ont pas réussi, mais en tout cas, je pense pas qu'ils l'ont bazardé parce qu'il ne faisait pas jouer ni rien. Il a joué cette année aussi, donc je pense que ça En playoff, enchante personne, mais je rajouterais un petit détail, c'est qu'à chaque fois, ses minutes en saison régulière sont beaucoup plus élevées qu'en playoff. À chaque fois en playoff, ses minutes diminuent. Je pense pour le coup, c'est parce que, bah, pour le coup, moi, défensivement, je pense vraiment enfin, en dehors de quelques match-up intéressantes, je pense que défensivement, il est vraiment compliqué, à moins que tu as une armada défensive autour de lui. C'est compliqué vraiment de le faire défendre sur beaucoup de minutes en playoff. Mais par contre, c'est un joueur qui, quand même si les minutes baissent, joue constamment 12, 13, 14, 15 minutes en playoff. Comme dit, moi, je pense pas que ce soit un starter en playoff. Mais par contre, bah, comme j'ai dit, tu arrives à la deadline, il y a une équipe qui cherche du spacing et qui veut avoir de la profondeur, elle cherche un peu son 8e, 9e homme en playoff, bah, je pense que ça peut intéresser des équipes, pour le coup, pour pas trop cher en plus. Je pense que en échange de un ou deux second tours, les Celtics pourraient le lâcher, ça leur fait économiser 8 millions et tu récupères des assets. Donc je trouve le joueur effectivement pas si mauvais que ça. Disons qu'on l'aime pas plus pour ouais, comme tu as dit, un peu ce côté un peu tête de con en tant qu'adversaire, mais quand il joue chez toi, je pense que ça t'intéresse. Mais le joueur est pas si mauvais que ça, en vrai. Ça petite reste analogie, Titouan, Sam Hauser, depuis l'année dernière, c'est 22 minutes et 21,7, donc 22 minutes en régulière. C'est typiquement le profil, comme George Young, qui baisse ses minutes en playoff. On est plutôt à 14, 14 et demi
en playoff depuis 2 ans pour Sam Hauser. C'est le genre de profil de 7e, 8e, 9e homme de rotation d'équipe compétitive. Bon, ben, les minutes se réduisent en playoff parce que les titulaires prennent plus de minutes, tout simplement. Ouais, Sachant que sur les saisons régulières, quand tu as des absences d'un gros titulaire, et ben, le mec il va monter à 25-28 au lieu de ses 17-18 habituels. Donc c'est vraiment des profils de spécialistes du shoot dont on essaie de faire survivre défensivement, en fait, tout simplement. Donc vraiment, je suis sur les stats de Sam Hauser et c'est son temps de jeu, on est vraiment pareil. C'est vraiment voilà, ça baisse de 6 minutes, rien de grave. Sam Hauser, il t'apporte 2 fois 7 minutes, 3 fois 6 comme il peut en playoff. Et donc voilà, voilà, on récupère pas personne. On récupère un contrat facilement échangeable, encore une fois. Comme tu l'as dit, à la deadline, ça peut bouger. Si jamais on est contraint, on subit un trade de Sam Hauser pour économiser 10 millions, parce que lui doit avoir, j'imagine, une meilleure cote en étant plus jeune que George Young, et ben j'imagine que George Young il récupérera les minutes de Sam Hauser, ou voire même un peu de Tatum, parce que lui c'est plutôt un poste 4, ce George Young. On n'a pas vraiment dans le roster en ce moment, donc voilà. Donc il faut pas le négliger parce qu'il est là, il peut servir dans un trade. Maintenant qu'on est passé sous le second apron, on peut transférer 2 joueurs contre 1. Par exemple, on peut faire Sam Hauser, George Young, ça te fait 18 millions. Tu peux récupérer 18 millions ou 17 ou 15 ou voilà en échange. Donc faut pas le négliger. Et en plus, c'est une tête qu'on connaît. C'est un joueur référencé en NBA. C'est juste un mec qui est connu et qui est là depuis longtemps. Et ça se respecte parce que je pense que faire une carrière NBA de plus de pas loin de 10 ans maintenant, ça va faire 10 ans cette année quasiment, comme tu disais. Moi, ça se respecte. C'est pas tout le monde. Ouais, puis en plus, alors ça va être le cas aussi pour le trade de Jrue Holiday, mais du coup, bon, c'est souvent comme ça, hein, mais il va falloir voir comment, enfin, tu vois, si par exemple George Niang est transformé à la deadline ou même cet été en plusieurs seconds tours ou un autre joueur ou quoi que ce soit, on pourra juger autrement le trade de Porzingis. C'est-à-dire que là, Porzingis, on l'échange contre George Niang. Si à la deadline, tu fais George Niang, ou même cet été, tu fais George Niang contre, j'en sais rien, 2 seconds tours de draft, bah en fait, tu pourrais te dire que tu as fait Porzingis contre justement 2 secondes tours de draft et encore plus d'économies salariales. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour Jrue Holiday. Si jamais tu flippes, enfin tu trades Anthony Simon cet été, bah voilà, tu peux dire que tu as fait peut-être Jrue Holiday contre, je sais pas, un autre joueur, plus peut-être un first round ou des choses comme ça. Donc ça va Après, être malheureusement, le jugement des trades il est toujours très compliqué parce que tu imagines un Porzingis qui se remet complètement de sa blessure et qui te fait une saison complète et une super campagne de playoff avec Atlanta, tu passeras pour un con. Oui. Si Anthony Simmons il explose dans un nouveau rôle chez nous, et on dira waouh, quel génie ce Brad Stevens, ce Joe Mazzulla. C'est compliqué. Alors, surtout sur les paris santé comme Porzingis. Et on l'a bien dit, et je pense j'ai pas grand monde qui est pas d'accord avec moi. Porzingis à 100% en santé a été extraordinaire avec nous. L'année du titre, il a une efficacité diabolique. Ça fait 2 saisons qu'il protège le panier. Tant qu'on arrive à l'éloigner du ballon jusqu'on arrive à le laisser proche du panier, il est extraordinaire. Il est vraiment très fort. Il est peu flexible dans sa défense, mais en tout cas, ce qu'il fait de bien, il le fait à un niveau élite. Et c'est une qualité défensive hyper importante dans la NBA actuelle, dans la protection du panier. Donc voilà, si tu arrives à mettre en place des choses correctes, si Atlanta récupère un Porzingis en santé et que Quinsider arrive à bien articuler tout ça, et je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus, ils peuvent récupérer un mec qui leur fait passer 2 steps dans la conférence Est. Et Surtout dans la conférence 7 de 2024, ouais, voilà. 2025-2026. Mais vraiment, on peut se retrouver avec un Atlanta top 3, top 4 de la conférence Est, avec un Porzingis qui a joué 55 matchs par exemple. En plus, il y a du Okongwu à côté, il y a un effectif plutôt sympathique autour. Ça peut vraiment être un game changer, mais il faudra pas dire, oh là, Stevens, il a bradé Porzingis. Non, non. Contrainte salariale, pari de la santé, et la santé a été malgré tout compliquée ces dernières années. La blessure à la cheville en fil à NBA, c'est un tendon apparemment qui pète jamais. Et l'année dernière, il était quand même sur un retour de chirurgie. Il revient, c'est un peu délicat, mais il revient assez tôt en plus. Et après, une maladie inconnue entre guillemets, tu te dis mais c'est incroyable ce mec-là entre toutes ces blessures. Et là, on nous sort un virus qu'on n'arrive pas à détecter et qui traîne sur des mois et des mois. Waouh, c'est une expérience scientifique, ce Kristaps. C'est pour ça que sur les trades, c'est toujours important de remettre du contexte à quel moment
il a été tradé, comment c'était quand il a été tradé. Par exemple, enfin, Oui, Porzingis, ça va voilà. être le meilleur exemple, tu vois. S'il revient en santé et qu'Atlanta devient trop fort et que lui, il joue, comme tu as dit, 55 matchs et qu'en fait, il est trop fort, on va dire, ah, les Celtics, ils ont lâché ça contre George Niang. Ouais, mais en fait, quand on a lâché ça, Porzingis, il était pas en santé, il jouait pas 55 matchs, en fait. Et Donc, je vais réinsister une dernière fois. Alors, avec le podcast précédent, ça va faire un peu redite et tout. Parce que nous, quand on nous écoute, on a l'impression que nous, on veut qu'on paye le moins de taxes possible, que c'est nos sous qu'on touche. Non, non, non. Nous, on veut regagner avec Tatum qui revient de blessure et moi, j'ai envie que les propriétaires, ils fassent péter la banque dans 2-3 ans. Qu'ils refassent péter la banque comme ils ont fait là. Mais j'ai conscience que pour refaire ça, faut redescendre. Il faut peut-être même encore plus redescendre que ce que a déjà fait Brad Stevens cette année. C'est-à-dire qu'il va peut-être continuer à descendre, limite sous la taxe. Et moi, je ne l'en voudrais pas parce que je me dis, je m'imagine, alors, on connaît pas les nouveaux propriétaires, hein, voilà, mais que dans 2-3 ans, retour de Tatum, développement des jeunes qu'on draft et tout, là, machin, on puisse faire péter la banque dans 2-3 ans comme on a fait là pour aller rejouer le titre. Cette nouvelle NBA avec ce nouveau CBA, ça va être compliqué, très compliqué pour des équipes fortement dépensières de le faire très très longtemps d'affilée. surtout, Ne surtout que regardons pas Oklahoma. Oklahoma est une exception dans les constructions d'équipes, c'est exceptionnel. Et on verra qu'ils seront obligés de faire des sacrifices dans 1 an ou 2. Ça va déjà être le cas. Mais ça va être compliqué pour tout le monde. Tout le monde va se retrouver dans la panade financièrement. Cleveland va avoir des choix à faire. Enfin, beaucoup d'équipes vont avoir des choix à faire. On est juste les premiers parce qu'on est ceux qui avons tout pété en termes de salary, de salary cap depuis 2 ans. si, Résultat, un titre. Voilà. si je dis pas de bêtises, en 2022, les Celtics sont pas dans la seconde apron. Et en fait, alors Oklahoma c'est encore différent parce que eux ils sont même pas dans le first apron, je crois. Je crois qu'ils sont même pas au-dessus de la luxury tax. Mais en gros, ce que Oklahoma City a fait, enfin, est dans la même situation, plus ou moins, que les Celtics en 2022. Oui. Où on va en finale NBA. La seule différence, c'est que bah, en 2022, nous, on gagne pas le titre et que Oklahoma le gagne cette année. Mais sinon, la situation est un peu la même, c'est-à-dire que tu arrives à avoir une équipe compétitive qui va en finale NBA sans forcément avoir pété le second apron. Par contre, bah, nous, on le voit, 2 ans après, 3 ans après, on a un titre, on est content, mais par contre, bah, faut casser le roster parce qu'en fait, et du coup, c'est là où le Thunder, bon, c'est une petite parenthèse, Oklahoma City, eux, ils ont de la chance, c'est que eux, ils sont encore plus loin du second apron que ce que nous, on était en 2022. Et du coup, eux peuvent potentiellement gagner encore 1 ou 2 titres avant de vraiment passer 2-3 saisons dans le second apron. Là où les Celtics avaient une fenêtre un peu plus faible, on va dire, un peu plus petite, mais Oklahoma City va un jour ou l'autre devoir faire des sacrifices, ça Et c'est clair. petit point, attention, en 2022, les aprons, ils n'existent pas. C'était la période où justement ça a été Ah oui, ça a été ouais. signé après. Et Vic Grousbeck, là, notre ancien proprio et qui est toujours aux manettes, entre guillemets, l'a bien dit. Le problème, c'est pas que les dollars, c'est les pénalités sportives et de construction d'équipe des fameux aprons. Il l'a dit plusieurs fois. Bon, il y a les dollars et ce qui était projeté pour Boston sans Tatum, c'est intenable, entre guillemets, même pour des multimilliardaires, je pense que ça pique. Mais, euh, mais à l'époque de 2022, effectivement, je pense que les Celtics ont aussi appris. En 2022, et ça m'avait à l'époque, Golden State a 30 millions de plus dans sa banque que Boston, qui avait beaucoup de contrats rookies, qui avait Robert Williams pas cher, Grant Williams pas cher, Marcus Smart pas trop cher. Les gros contrats de Tatum Brown n'étaient pas du tout encore Derrick signés, White aussi. même voilà. Derrick White était pas cher, était sur son deal précédent. Tu n'avais pas Porzingis et en fait, avec gros contrat de Horford, voilà. Mais 30 millions de moins. 30 millions, c'était Andrew Wiggins. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un Andrew Wiggins d'écart dans la banque, et forcément, moi, ça m'avait fait mal au cœur, vu qu'il avait fait une très belle fin de finale, Andrew Wiggins. Et je pense que les Celtics, à ce moment-là, les propriétaires, le front office, ont dit, ok les gars, on va faire des trades, on va être obligé de faire péter la banque si on veut y arriver nous aussi. Et ils l'ont fait. Mais avec le nouveau CBA qui est arrivé derrière, les fameuses pénalités pas que financières, à l'époque elles étaient que financières les pénalités. À l'époque les Clippers et Golden State payaient des luxury tax démentielles, mais il faut savoir que là avec les aprons et tout,
les pénalités de luxury tax, elles sont encore plus exponentielles. C'est-à-dire que ce qui était projeté à Boston, les 250 millions de luxury tax, c'était un record. C'était potentiellement, Ouais. bon là on va pas les payer du coup, vu qu'on est redescendu, c'était un record. Donc faut vraiment avoir ça à l'esprit. Je suis un peu pénible avec ça, mais c'est parce que j'ai pas envie moi sinon je voudrais qu'on soit à 300 millions de salary cap, qu'on ait le meilleur joueur possible et en avant. Hein. C'est voilà, et j'aurais gardé le corps en l'état. Hein. J'aurais gardé le Non, mais corps en l'état. c'est important de le préciser parce qu'on a eu cette discussion, je crois, hier, alors on enregistre hier sur le Discord avec quelques fans des Celtics, où c'est vrai qu'il y a ce truc de dire ouais mais tel proprio, c'est un petit marché, etc. Les proprios, enfin il y a le fait, est-ce que ton proprio est... Bon déjà tous les proprios NBA sont riches, on va pas commencer à dire qu'il y a des proprios pauvres, mais en fait oui évidemment il y a Steve Ballmer qui est au-dessus des autres, mais c'est pas que une question d'argent, c'est aussi une question, comme tu l'as dit, de non-flexibilité sportive, où en fait quand tu rentres dans le second apron, c'est pas juste tu vas payer énormément de taxes, et là en tant que fan tu peux dire oui bah le proprio il est riche, il a qu'à les payer ces taxes. C'est pas que ça, c'est aussi si tu restes, si t'es dans la seconde apron, tu peux pas envoyer de cash euh, dans des trades. Ça paraît rien, mais par exemple les Lakers sont passés du pick 55 au pick 35, je crois, si je dis pas de bêtises, dans cette draft. Donc ils sont montés de 20 positions juste en envoyant du cash. Ils ont fait pick 55 et du cash contre le pick 45, et ensuite derrière ils ont fait pick 45 et du cash contre le pick 35. Ça, si tu es dans le second apron, tu peux pas le faire. Agréger plusieurs contrats. Tu peux pas agréger plusieurs contrats, tu peux pas prendre de sign and trade. T'as Il y a aussi plein de cette trucs. Voilà, il y a plein de trucs. T'as C'est aussi cette histoire de ton pic de draft du premier tour dans 7 7 ans. ans. 7 ans, il est automatiquement envoyé à la 30e position, même si dans 7 ans, t'es le pire bilan de la ligue. Si tu as passé plusieurs années dans le C'est, second je crois, apprenti, au enfin bout de 3 ans 3 dans le sur second. 4 ou quelque chose comme Ouais. ça. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, ça nous éclate pas. C'est-à-dire que moi, ça m'éclate pas de faire spot et de dire ah, Anthony Simons, il a l'air sympathique et George Young, il met des 3 points. Moi, je préférais Porzingis en santé, très clairement. Ou Jrue Holiday. En plus, j'adore Jrue Holiday, le personnage et tout ce qu'on a pu voir pendant 2 ans. Pas que sur le terrain, en dehors. Jrue Holiday, c'est la classe. Moi, je regrette qu'il soit parti, mais il y avait pas le choix. Voilà. C'est ça. Et du coup, petit dernier point par rapport à ça, c'est que tu l'as dit, là du coup, à l'heure actuelle, donc après ces deux trades, on est à 7 millions, 7,2 pour être exact, en dessous du second apron, 4,5 millions au-dessus du first apron. Il y a de grandes chances que ce soit à l'intersaison ou d'ici la trade deadline, mais en tout cas qu'au cours de la saison, de l'intersaison et de la saison, Brad Stevens fasse encore des moves, tout simplement parce que, ok, là on est sous le second apron, mais je pense pas que les Celtics soient ok de retourner dans le second apron dès la saison prochaine, sachant que Tatum reviendra d'une blessure assez lourde, que tu sais pas quel niveau il aura, tu sais pas quel niveau les Celtics auront d'ailleurs de manière générale, et surtout je pense que pour justement remettre les compteurs à zéro de cette histoire de justement pic de draft dans 7 ans qui est gelé, etc. Il faut pas que tu passes 3 ans sur 4 dans le second apprendre, donc il faut que tu passes au moins 2 saisons là en dehors du second apprendre pour remettre en gros le compteur à zéro. Oui. Donc il y a de grandes chances qu'il faille rester sous le second apprendre en 2026-2027, sauf que là, en l'état, si on reste comme ça, du coup, on a 7 millions en dessous du second apron, mais avec l'augmentation des salaires de Tatum, de Brown, de White, et du coup la prolongation d'Anthony Simon, si jamais il prend 2-3 millions de plus que ce qu'il a actuellement, et ben en fait, avec toutes les augmentations, il faudra voir de combien augmente le second apron aussi. Hein, Mais il année va en année. augmenter aussi de 10%. C'est assez exponentiel aussi. Hein. Mais du coup, donc faut voir avec tout ça, mais c'est possible que si tu restes comme ça, en l'état, l'année prochaine, bah, tu sois de nouveau au-dessus du second apron, ou vraiment pas loin. Donc c'est possible que Brad Stevens veuille encore bouger et encore réduire la voilure, on va dire. Et en fait, je vais pouvoir citer un peu un de mes petits marronniers du moment. Ces recherches d'économie, cette complexité salariale, elle est essentiellement due parce que tu as 2 contrats Supermax sur 2 joueurs et des équipes avec ce type de contrat-là signé récemment, avec ce nouveau CBA, sont 2 contrats très compliqués d'entourer
d'entourer tes 2 meilleurs joueurs quand ils ont ce genre de contrat. C'est très très compliqué. Très peu d'équipes gagnent avec ces super max, aller au-dessus de 50 millions annuels hein, pour l'instant. Je considère, et notamment quand un des deux en possession de ces contrats-là n'est pas un top 15 NBA ou un top 10 NBA, c'est encore plus compliqué de gagner. C'est le cas pour quasi toutes les équipes. Denver a du mal à construire une équipe et est obligé de se sacrifier tous les ans de role players, de Bruce Brown, de KCP, de mecs comme ça très importants en playoff parce qu'ils ont un énorme contrat, 2 gros contrats de max derrière et que c'est très compliqué de construire autour, même quand t'as le meilleur joueur peut-être de l'histoire, enfin en tout cas du monde en ce moment, c'est très compliqué. Et surtout si t'as pas une palanquée de contrats type rookie qui sont très peu chers et qui apportent plus terrain que ce que ça coûte dans les trucs. Donc c'est la suite des événements et que je pense que Brad Stevens est toujours à l'écoute des grosses offres pour Jaylen Brown et ou Derrick White. Ouais, parce que petite précision, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais là actuellement on est 7 millions sous le second apron, mais on n'a que 12 joueurs dans le roster. Alors 13 avec le pick 28 notamment, puisqu'apparemment les 2 seconds tours de draft sont plus amenés à être des two-way. Mais du coup, donc t'as encore un ou deux rosters, ça parle de Horford, ça parle de Cornet, on en reviendra peut-être après. Mais du coup, t'as 7 millions, avec le contrat rookie, ça doit faire il doit prendre 2-3 millions la saison, donc tu vas être à 5 millions, 4 millions en dessous du second à prendre, avec seulement 13 joueurs. Donc au final, même si tu re-signes que à Horford au minimum vétéran, ça doit être un peu plus de 3 millions. Tu vois, t'es vraiment ric-rac à 1 million sous le second apron et t'as que 14 joueurs dans le roster. C'est sympa notre podcast, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a sacrifié du sportif et on se dit, oh là là, ben on est encore limite, hein, c'est chaud. En gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment le podcast de l'austérité, quoi. Mais bon, on va passer à l'espoir. Et l'espoir, c'est la jeunesse. T'as eu cette transition? Elle Ouais, est belle. mais moi, ça me concerne pas trop en ce moment, je te le dis. Ouais, mais J'ai surtout plus qu'en trop plus, d'espoir, moi. surtout que la jeunesse a pas l'air non plus flamboyante, mais bon. Donc on va venir à la draft, parce que du coup, après ces 2 trades, Brad Stevens avait 2 choix de draft, donc le pick 28 et le pick 32. Vincent, lui, se disait, il n'y a aucun monde où Brad Stevens draft 2 prospects. Du coup, effectivement, Vincent avait raison. Brad Et Stevens mais n'a pas 3. drafté 2, il en a drafté 3. Ça s'appelle la connaissance et le pif. C'est beaucoup de choses mélangées. Écoute, je vais te présenter très rapidement, parce que pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on pourra peut-être je pourrais peut-être en parler sur Discord, sur X, je verrai plus longuement, mais très rapidement, je te présente les 3 prospects. Alors Hugo Gonzalez, qui est celui que je connaissais un peu plus au moment de la draft, qui est du coup le pick 28, qui est un ailier, on va dire, je sais pas combien il fait 2m01 je crois, un 98, 2m01, en fonction de l'épaisseur de ses chaussettes et de ses chaussures, qui jouait du coup au Real Madrid, qui est de la formation Real Madrid, qui pour le coup, pour la faire vite, est un joueur qui est beaucoup dans l'énergie, dans l'effort, le hustle, donc ça c'est le côté un peu fan favorite, qui est un très bon défenseur. Par contre, offensivement, on est sur un joueur qui est plutôt un slasher, un joueur de cut, un joueur de finition. C'est un joueur qui, pour l'instant, n'a pas vraiment le dribble pour créer pour lui ou pour les autres. Il y a eu un peu de passing, mais en fait, il était dans un contexte assez particulier au Real Madrid, qui est du coup une des top équipes européennes. Et du coup, dans une équipe où en fait il avait peu de temps de jeu, parce que c'est des équipes professionnelles, très compétitives, c'est pas forcément des équipes qui sont là pour développer des jeunes. Mais du peu qu'il avait, du peu de minutes qu'il a eu et de ce que j'ai vu, voilà, c'est un joueur qui se donne à fond. Ça, c'est vraiment le truc positif. Il a un gros moteur. Par contre, vraiment en attaque, je pense pas qu'il y ait de la création pour les autres ou pour lui-même, comme j'ai dit. Le shoot, il est à travailler, il y a du positif, mais c'est encore à bosser. Par contre, on est vraiment, je pense, sur un slasher, un joueur de cut. Il y avait des comparaisons avec Jordan Walsh. En gros, c'est Jordan Walsh, mais meilleur offensivement. Je pense qu'il y a de ça. Moi, je vois sur une comparaison, je trouve qu'il y a un peu de Josh Hart en lui.
où le mec va vraiment se donner à fond partout. Le mec va prendre des rebonds même s'il n'est pas le plus grand. Enfin, au niveau des rebonds offensifs, défensifs, il fait vraiment les efforts. Par contre, offensivement, bah, t'as pas le tir. Et alors évidemment, Josh Hart, à l'heure actuelle, est un immensément meilleur connecteur que Hugo Gonzalez. Mais je pense que c'est... ouais, si je devais faire une compare au NBA, ce serait là-dessus. Je pense qu'il y a du Josh Hart en lui. Ça, c'est le côté positif, c'est que c'est du coup un profil qui est assez intéressant, même dans la NBA actuelle. Par contre, par contre, il y a des compromis, hein, notamment de spacing. Là où je suis un peu moins chaud, et je pense, Vincent, toi, c'est ce qui te gêne, c'est qu'en fait, ce genre de profil, ok, c'est intéressant, même en NBA, même si t'as pas de shoot, ça reste un profil intéressant. Le problème, c'est que c'est pas très intéressant dans le jeu de Mazzulla. Et je sais pas à quel point, du coup, il va jouer, ou beaucoup jouer, avoir un gros rôle dans le jeu de Mazzulla, étant donné que Mazzulla, il n'y a pas trop de mouvements off-ball, de cutting, tout ça. À notre grand désarroi, on n'a pas trop de ça. Oui. Moi, j'étais pas méga fan du pic. En fait, moi, je vois zéro image des prospects, donc très clairement, j'attends de voir ce qu'on m'en décrit, ce que les titulaires m'en décrivent, ce que je lis, des scouting reports sur envergure notamment. Voilà, donc tout ce qu'on me Azad, si présente. je fais Ouais, juste une petite parenthèse, Azad a fait un peu de décryptage vidéo après le pic, si vous voulez aller voir Azmat sur, la NBA sur sur X. X. Ouais. Donc voilà, donc quand on me décrit tout le profil, je me dis, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le faire jouer? Pas sûr. En tout cas, l'année prochaine, j'y crois moyen en fait. Déjà que les rookies jouent pas souvent sous Mazzulla. Et en plus, surtout, quand on me présente le profil, par contre, de ce que j'ai vu de ses drives, je change de truc, il a l'air assez dur au contact, assez dur à bouger, donc ça m'a plutôt bien plu. Mais dans les faits, je me dis, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait de bien mieux ou de potentiellement bien mieux qu'un Baylor Scheierman qui nous a bien plu l'année dernière? Bah, j'avais pas forcément de réponse évidente, donc ça me certainement peut-être la défense, hein, de ce que tu m'en disais, Titouan. La chose la plus positive, c'est que notre Hugo au trèfle avait l'air très dithyrambique sur lui, et je pense qu'il a pas mal vu le Real. Hugo est quelqu'un qui suit beaucoup le basket européen, donc si Hugo était dithyrambique sur lui, j'étais content, ça me rendait joie. Et voilà, mais la vision, au moment du pic et les quelques heures qui ont suivi mon réveil après ce premier tour de draft, m'a pas paru génial, m'a pas fait rêver. Moi, je rêvais d'un intérieur, je rêvais qu'on draft notre prochain pivot. On n'en a plus, on a Keita, Tillman et plus Porzingis, et pour l'instant Orford et Cornet sont sans contrat. Donc moi, je voulais qu'on me draft un intérieur où je pourrais me dire, ah, j'ai 4 ans de cet intérieur à développer, ça va être le prochain intérieur de notre prochaine bonne équipe. Je ne l'ai pas en Hugo Gonzalez. On verra si Brad Stevens a réalisé mes souhaits un peu plus tard dans la draft. Mais c'est vrai que pour le coup, au niveau de ta crainte sur. En fait, moi j'ai des craintes sur son utilisation dans le jeu de Mazzulla. Après, c'est vrai qu'on en avait parlé en off. Vu les choix que fait Brad Stevens, notamment avec le prochain pick dont on va parler, l'intérieur, qui sont des joueurs qui n'ont pas forcément le shoot, qui de prime abord ne fit pas avec le jeu de Mazzulla. Je sais pas à quel point Mazzulla et Brad Stevens ne se sont pas dit, bah peut-être que pour la prochaine version des Celtics, ce serait bien d'avoir un peu plus de, de mouvements off-ball, de mouvements loin du ballon, de cutting, de slashing, voilà, et moins de juste du pull-up à 3 points ou du drive and kick ou du mismatch hunting. Donc peut-être que, alors on va très vite le voir quand la saison commencera, hein, mais peut-être que Mazzulla veut rajouter un peu de variété dans son jeu, et pour le coup, ça expliquerait le choix de Hugo Gonzalez. Pour moi, c'est une des seules explications. Donc ça, pour comprendre, je pense, le choix de Hugo Gonzalez, je pense qu'il va falloir attendre le début de la saison et voir le jeu prôné par Mazzulla, s'il rajoute de la polyvalence ou pas. Juste sur ce que tu disais sur qu'est-ce qui fait plus que Shireman, euh, en l'état, je pense pas grand-chose. Je pense que c'est quand même un meilleur défenseur. Mais par contre, moi, je suis un peu dans cette optique de dire, alors bon, tu sais que moi, je suis un peu dans l'optique de dire, il n'y a plus de poste en NBA. Je pense qu'en fait, en NBA maintenant, tu as des bigs, des intérieurs, des postes 5 si vous voulez, des pivots, et le reste. Et en fait, le reste, pour moi, enfin, je pense que on est dans une NBA où c'est un peu les ailiers, entre guillemets, enfin les grands qui ont le pouvoir.
Alors les grands, pas les grands pivots, mais voilà, c'est un peu les joueurs entre 1m98 et 2m06 qui ont le pouvoir. Et pour moi, ces joueurs-là, t'en as jamais trop dans ton effectif. Ça veut pas dire que tout le monde va jouer 35 minutes, mais je pense que voilà, dans une optique où t'es pas sûr de garder Sam Hauser sur le long terme, on en reviendra peut-être, hein, mais voilà, pas sûr de le garder. Est-ce que George Niang va faire de vieux os chez nous? Je sais pas. Je me dis que t'as jamais trop de profils comme ça, et peut-être que voilà, Georgian Walsh qui finalement donne pas grand-chose pour l'instant, à voir si on le développe encore cette saison. Euh, je préfère avoir des doublons, voire des triples sur ce genre de rôle, de profil, que d'avoir 4 ou 5 intérieurs ou 4 ou 5 petits meneurs porteurs de balles, quoi. Pour révéler un peu nos discussions qu'on a depuis longtemps maintenant, en fait, enfin longtemps depuis la draft, c'est qu'en fait, moi je considère que sur les 3 dernières drafts, on draft 3 profils physiques un peu similaires. Je parle pas de rôle, hein, vraiment profil physique. Et ces 3 profils physiques-là, des liés entre des mecs entre 1,98 et 2m02, ce sont les mêmes profils physiques que nos 2 stars qui prennent 38 minutes de jeu chacun, entre 35 et 38. Tatum est un peu plus grand, mais voilà, c'est sur les ailes, entre guillemets, c'est pas des intérieurs, c'est pas des arrières. Je suis encore un peu, moi, plus que toi, je pense, j'ai bien conscience des rôles, mais quand même dans toutes les équipes, une hiérarchisation énormément par la taille, le rôle, mais aussi par la taille quand même, ne serait-ce que défensivement, t'as besoin de plusieurs profils. Et donc, on vient de drafter Shearman, Walsh et Hugo Gonzalez, qui sont malgré tout sensiblement sur les postes de Brown Tatum. Et ça, alors, si tu en as 3 et que tu vois ce qui sort et que finalement tu arrives à tirer un role player de qualité ou qui arrive à avoir 3 contrats NBA ou même 2 éventuellement, le pari sur les 3 ans sera réussi effectivement. Mais c'est vrai que ayant chez Herman qui m'a assez convaincu, c'est-à-dire que je crois assez en lui et tout, et qu'on aille me redrafter un mec qui potentiellement peut jouer un peu à la même place, c'est-à-dire qu'en fait chez Herman je peux m'imaginer dans un 5 White, chez Herman, Brown, Tatum, Big pivot, je me dis, il y aura pas de la place pour tout le monde, tu vois. Donc, même si Walsh, on abandonne le projet et tout, alors tu vas me dire, Hugo Gonzalez, il pourra arriver en backup ou des choses comme ça. Je sais Ah, pas. Très peu d'upside, très peu d'upside. Je vois pas un potentiel de plus, on va dire, dans tout ce qu'on nous décrit. Après, et ça, parce que là, je suis un peu critique et tout, c'est finalement vraiment le profil je me dis pas convaincu. Après, attention, tu l'as dit, Real Madrid, contexte Euroleague, championnat d'Espagne, contre des tontons, des fameux adultes. C'est-à-dire que c'est un mec qui aurait été en NCAA, ça se trouve, aurait cassé des gueules toute l'année parce qu'il aurait joué contre des mecs de son âge. Là, je pense que le contexte est pas facile. C'était pas ultra dominant dans ces équipes-là. Tu joues peu. Voilà, et ça se trouve, les scouts de Boston, ils ont vu depuis 5 ans, 6 ans, un Hugo Gonzalez se développer plein de trucs, des petits aspects. Autre chose qu'on nous a décrit, notamment c'est des mecs du front office, hein, c'est je sais plus qui, mais c'est peut-être Brad Stevens, c'est des choses comme ça, qui nous l'ont décrit comme un mec faisant toutes les petites choses dont l'équipe a besoin pour gagner. Et c'est exactement ce qu'on dit dans Derrick White. Donc moi, très clairement, autant je suis critique, ça se trouve, je vais voir les 5 premiers matchs d'Hugo Gonzalez, des petites minutes par-ci par-là, on va avoir une petite interception, un petit contre, des choses comme ça, même sans panier ni rien, on dira ah trop bien, bravo Brad. Et surtout que tous les prospects ne sont pas amenés ou ne vont pas forcément finir par être des starters ou quoi que ce soit. Et effectivement, tu l'as pré-shot, hein, mais si tu as Shireman en titulaire, moi je peux imaginer avoir Shireman en titulaire sur le long terme, tu vas bien avoir besoin d'un remplaçant, tu vois. Et Hugo Gonzalez, si c'est un pick 28, hein, faut pas l'oublier, si à terme ça devient ton 7e, 8e homme qui joue 15, 20 minutes en playoff, tu vois, un peu à la pour prendre les playoffs actuels alors c'est pas du tout le même profil, mais j'allais dire à la Aaron Wiggins ou Isaiah Joe. C'est des gars bon, Isaiah Joe pour le coup à cause de sa défense il joue pas, mais c'est quand même des gars de la rotation enfin des gars importants de la rotation d'une équipe championne. Oui, ça va pas forcément être des pics qui vont finir par être starters. Je pense pas que Hugo Gonzalez va finir par jouer 34 minutes par match en finale NBA à côté de Tatum. Mais si en finale de conf ou en playoff, c'est un gars qui t'apporte constamment 16, 18, 20 bonnes minutes en sortie de banc, pour moi, ce sera déjà un pic réussi. Petite fun fact, apparemment il y a des mains immenses. Ouais. J'ai vu ça sortir, donc si on nous l'a pas présenté comme ça, mais si très rapidement on découvre que ça peut devenir un super défenseur, un super playmaker défenseur,
défensif, c'est-à-dire que voilà, qui vient voler le ballon, qui vient te faire gagner des possessions, qu'on se rend compte que finalement c'est un très bon rebondeur offensif. Tu as parlé de Josh Hart, forcément là tu m'as chauffé un peu du coup. Tu m'as remonté le moral ce matin, là, ce dimanche matin. Donc voilà. Là ouais, là on tient quelque chose, mais une fois encore. Par contre, très important, j'y pensais pendant que tu parlais d'Oklahoma. Un Hugo Gonzalez, un rookie, pendant ces 4 premières années du premier tour, il est très peu payé. Si tu veux, pour profiter de ce contrat-là, donc que ce mec-là t'apporte de la valeur terrain par rapport à sa valeur contrat, je pense que dès l'année prochaine, il faut qu'on le voit. Qu'on le voit faire des erreurs, qu'il progresse, qu'il joue sa dizaine de minutes d'entrée de jeu pour qu'en année 2, en année 3, en année 4, il puisse rapidement essayer de progresser. Alors peut-être ça sera un échec et on abandonnera même le projet. Mais si tu le fais déjà pas jouer la saison 1, ça veut dire que tu n'as pas commencé à le faire progresser au plus haut niveau. Et c'est souvent ce qu'on a pu reprocher à Mazzula, mais on était avec un roster de zinzin, quasi historique, où clairement t'étais un rookie, faire ta place, c'était très compliqué, et de toute manière l'équipe jouait le titre. Vu que moi j'estime que sans Tatum je joue pas le titre, et ben là j'espère vraiment, si d'entrée de jeu au premier match de l'année prochaine, j'ai 40 minutes de White, 40 minutes de Brown, et que j'ai 5 minutes de Shea Herman et 0 de nos rookies, et que j'ai vu 1 minute Walsh, ça va me piquer, Titouan. Je vais pas te mentir. D'entrée de jeu, je me dis ah ouais, donc là White et Brown ils vont s'envoyer des minutes des enfers. Voilà, c'est voilà, vu qu'on est dans cet objectif, deuxième partie de carrière de Tatum et tout, ces mecs-là, va falloir qu'ils fassent des erreurs dès cette année. Donc si j'ai 8 minutes, 10 minutes sur 60 matchs de Hugo Gonzalez, mais que j'ai perdu des matchs à cause de lui, sur des mauvaises minutes, sur des erreurs qu'il aura faites, c'est pas grave. Moi, je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord. C'est l'année qui vient. Je sais pas à quel point Mazzula va vouloir gagner beaucoup de matchs, mais l'année qui vient, c'est vraiment l'année du développement, parce que il faut que tu fasses des home runs sur les Shireman, sur même les Walsh, tu vas voir ce qu'il peut donner. C'est pareil, Walsh, bah, on n'en attend pas un starter, hein, mais si ça devient ton 8e, 9e homme de rotation, bah c'est toujours ça de prix, tu vois. Donc on a quand même quelques jeunes à développer avec Gonzalez, Walsh, Shireman. On va y venir là avec les 2 rookies du second tour. Si il y en a ne serait-ce que un ou deux dans ces gars-là qui finissent par être des joueurs, pas forcément des starters en puissance, mais des joueurs de rotation viables en playoff, bah en fait, ça te fait 2 joueurs sur des petits contrats qui vont t'apporter et qui t'auront pas coûté très cher entre guillemets. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple pour toi fabriquer ton roster ensuite pour le reste, quoi. Je te propose de passer au deuxième joueur. Pick 32. Pick 32 d'abord. Ah oui, alors, pick 32, effectivement. Que je le fasse, je l'ai sous les yeux. Vas-y. Alors le pick 32, je m'attendais à Maxime Reynaud. C'est-à-dire que moi je me couche avant le premier et le deuxième tour. Maxime Reynaud, j'ai besoin d'intérieur, c'est un français, en plus j'adore le blaze bien français et tout. Trop content. Je me lève, pas de Maxime Reynaud. Le retour de Brad Stevens qui trade down. Donc, il envoie le pick 32 à je ne sais qui, Orlando, qui va prendre Noah Penda en plus, je crois, un autre français. Et en échange, on reçoit le pick 46 et 57 de cette année. Un second tour de 2026, le meilleur entre j'arrive pas à me relire, bravo, entre Détroit, Milwaukee et Orlando, donc ça peut être un milieu de deuxième tour, et le deuxième tour 2027, le meilleur entre Orlando et Boston. Petit fun fact entre guillemets, sur ce début d'intersaison, Brad Stevens a récupéré des deuxièmes tours de 2026, 2027, 2030 et de 2031. Il a même étalé, c'est un psychopathe à ce point-là, étalé ses seconds tours, donc on a du second tour à tirer l'arigot, donc voilà. Donc au final, pas de pick 32, pas de Maxime Reynaud pour Vincent, pas content. En 46, du coup, Titouan, il nous draft Amari Williams. Dis-nous tout, qui c'est? L'avais-tu vu jouer? Alors, je l'avais vu jouer, mais pas spécialement scouté, parce qu'en fait, il jouait à Kentucky, et du coup, bah, Kentucky, c'est une fac que je regarde quand même un peu. Mais du coup, donc, je me suis refait du match hier, vendredi, pour être précis, vendredi soir. Et c'est un joueur que tu peux pas louper sur le terrain, parce qu'il est grand. C'est un 7-footer, je crois qu'il fait 2m11, et il a une grande envergure aussi, j'ai plus sous les yeux, mais il est vraiment long. Pour le coup, on est sur un joueur assez, j'aime pas trop ce terme, mais un big un peu classique, qui a des mains carrées, qui arrive pas à mettre un ballon dans le panier dès qu'il est à plus de d'1m50 du panier.
Par contre, c'est un bon protecteur de cercle, notamment en roamer, je le trouve très, très intéressant. Hem, j'ai vu certaines personnes parler de sa mobilité, je la trouve pas si bonne que ça. C'est pas catastrophique, mais je la trouve pas si bonne que ça et je pense qu'en NBA, il pourrait se faire cibler, se faire emmener un peu sur une île déserte, là, en isolation, et ça pourrait être compliqué pour lui. Sur le drop, je le trouve pas très bon, pareil, parce qu'il bouge pas très bien ses appuis. Par contre, et ça pour le coup, je trouve que ça fit pas mal avec la façon dont Mazzulla veut défendre. S'il est utilisé défensivement un peu comme on a utilisé Porzingis, c'est-à-dire d'essayer de le tenir loin du ballon, loin, ne pas l'impliquer dans les pick and roll, et vraiment de l'avoir en roamer, en protecteur de cercle secondaire. Là, dans ce cas-là, il est très intéressant parce que il fait les bonnes rotations, il fait les bonnes aides, et surtout, il est très long en fait, et il protège super bien le cercle. Donc c'est un très bon protecteur de cercle dans ce sens-là. Euh, offensivement, comme dit, c'est très brut. Le truc par contre qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a un bon passing. Alors pas forcément en mouvement, mais sur du short roll, c'est assez, on va dire, moyen, c'est ok quoi. Mais par contre, en tête de raquette là ou en post-up, il a un très bon passing. Mais par contre, on en revient un peu à ce qu'on disait sur Hugo Gonzalez, c'est qu'en fait, il a un très bon passing parce que à Kentucky cette année, il y avait beaucoup de joueurs qui cuttaient, notamment Otega Owe qui est un très bon cutter. Euh, et ça, c'est un jeu qu'on n'a pas trop chez nous avec Mazzulla. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est un joueur qui est super intéressant si tu. Et d'ailleurs, on en parlait aussi avec Porzingis, qui avait aussi un peu ce passing euh, du poste, enfin au poste haut. Amari Williams pourrait avoir ce rôle-là. En poste haut, on lui donne la balle et ça tourne autour, ça cut autour. Il pourra faire les bonnes passes. Il a un jeu de passe qui est assez varié. Le problème, c'est que on n'a pas trop ce jeu-là à Boston, donc on en revient un peu à ce qu'on disait avec Hugo Gonzalez, c'est profil qui en soi en NBA n'est pas inintéressant, mais qui fit pas trop avec le jeu, du moins actuel de ce qu'on connaît de Mazzulla. Si je dois donner une comparaison, et ça va te hyper encore plus, mais je pense que c'est toute proportion gardée, je trouve qu'il y a un peu de Rob Williams dessus. Je pense que Rob Williams est un meilleur athlète, plus mobile, encore plus explosif, mais il y a un peu de Rob Williams dans le côté protection de cercle en roamer et bon passeur. Donc Je finalement, pense que Rob Williams avait un meilleur toucher aussi quand même. oui. Oui. Et puis, il pourrait même shooter Rob Williams s'il Oui, avait oui, les jambes. oui, je pense. Donc finalement, j'ai pas eu mon intérieur en 32, mais Brad, il a réussi à transformer avec des seconds tours. Il m'offre mon intérieur quand même. Mais j'imagine que s'il est parti si loin et qu'on n'entendait pas du tout au premier tour Amari Williams, c'est qu'il y a quand même des problèmes que tu as cités, notamment de mobilité. Ça fait un peu peur dans cette NBA qui est toujours plus en mouvement, toujours plus horizontale. On voit les derniers finalistes de la NBA, c'est des jeux très rapides, très, très horizontaux. Très clairement, tu dis qu'il a un bon passing. J'ai vu passer des trucs super sympas, mais alors j'imagine tellement pas un pick 46 déjà joué longtemps, mais à qui on file le ballon en tête de raquette pour faire du playmaking, ou en tout cas faire les bonnes passes avec des mecs qui tournent autour, mais j'y crois. Là, pour le coup, si je vois ça l'année prochaine, je vais être choqué, très clairement, mais agréablement. Je serais surpris. Donc voilà, autre qualité de ce Amari Williams, le grand Hugues, ton collègue d'envergure, a l'air de l'apprécier, donc ça me donne du baume au cœur. Voilà, mais on verra ce que ça donne. Déjà, si on le voit sur quelques matchs l'année prochaine, ce sera déjà pas mal. Hein. À voir ce qu'on arrive à avoir comme pivot à la free agency, si on arrive à signer les nôtres, s'il y a retraite d'Orford ou pas. Potentiellement, s'il y a très peu de pivots dans le roster, peut-être qu'on peut, là pareil, hein, tu parlais de home run sur des jeunes, pourquoi pas tenter quoi du coup. Hein. À la limite, je suis plus enclin à tenter lui que un de nos deux pivots qu'on a encore sous contrat, Keta et Tillman, parce que eux, j'ai moins l'espoir de la progression, dans le sens où c'est des mecs on sait ce qu'ils valent en fait tout simplement et on sait que ce sera compliqué pour le futur. En tout cas, on ne pourra pas construire autour d'eux. Autre Et tu petit, oui. Oui, juste, tu veux que je te hype encore plus. Tu disais, vu que c'est un second tour, tu l'imagines, enfin, on imagine mal lui filer la balle en tête de raquette et le faire du playmaking entre guillemets. Euh, Il y a un joueur qui est devenu un des meilleurs pivots passeurs de la NBA une fois qu'on enlève les Jokic, Sengun, enfin les ovnis là. C'est un certain Isaiah Hartenstein qui a été pick en 43. Alors Ah, je dis pas, attention, ne vous enflammez pas, je ne dis pas qu'Amari Williams c'est le futur Isaiah Hartenstein. Je dis juste que, en fait, si ça marche un peu, qu'il se développe bien, il n'y a pas de raison
enfin, s'il a vraiment ce passing-là et que Mazzulla veut mettre un peu plus de De motion mouvement. offense, un peu plus de mouvement loin du ballon, et qu'on se rend compte que bah, Williams il est très bon pour faire des passes, on va pas se dire bah ouais, mais vu que c'est un pick 45, on va pas lui filer la balle. Par contre, c'est vrai que les passes que j'ai vues de ce Williams là, c'est vraiment ce que produit Hartenstein par contre, hein. C'est l'esprit en tout cas. Petit motif d'espoir, et ça je peux éventuellement y croire. Toute les limitations physiques dont tu as parlé, de mobilité et tout, je suis toujours un peu curieux de savoir ce que ça donne dans un environnement NBA avec des staffs de développement physique NBA, de développement des joueurs. Bon, c'est un mec qui reste assez vieux, il doit avoir 23-24 ans, je pense qu'il doit avoir 23 ans là, à l'heure actuelle. Il a Euh, 23, ouais, je crois. ouais. Je pense que malgré tout, là, quand on arrive dans des équipes NBA comme ça, on est sur la crème de la crème des prépas physiques, de l'alimentation, de tout ça. Peut-être que c'est des mecs à qui il suffit de passer un palier ou deux physique, physiologique, pour, de par leurs attributs physiques au départ, la taille, et Mike Zaren l'autre jour disait qu'il avait une envergure phénoménale. Il y a moyen qu'au bout d'une année dans les infrastructures et entouré de la crème de la crème, ce mec-là avec un physique déjà bon, très bon, puisse devenir vite exceptionnel, ou en tout cas combler quelques lacunes et devenir du coup un pivot assez respectable. Tu le dis souvent, par contre, Titouan, avec un pic 46 comme ça, bon bah tu te trompes pas, hein, je veux dire, tout le monde s'attend à pas trop le voir. Bon bah si ça se passe, ben on oubliera vite. Par contre, si il se développe et qu'on en fait un joueur de rotation, voire même un joueur plus, ben là ça sera que du bonus. Donc j'aime plutôt bien le côté un peu qualité physique initiale, donc au moins de taille et un peu ouais, d'envergure, de choses comme ça, parce que je me dis il y a quand même de quoi travailler autour, entre guillemets, sur le basket finalement. Ouais, ouais, ouais. Après, je trouve que la mobilité, c'est peut-être pas l'aspect le plus simple à bosser, surtout quand tu fais cette taille et ce poids-là, mais ouais, ouais, à voir, hein. De toute façon, comme dit, si tu l'utilises plutôt en roamer, évidemment, il y a des moments où il va se faire cibler et ça va être compliqué. Mais si tu l'utilises vraiment en roamer, que tu arrives vraiment à constamment le garder près du panier et loin du ballon, c'est là où je pense qu'il peut avoir toute sa valeur. Puis de toute Et façon, on parle d'un joueur de plus de 2,10 m. Des joueurs de 2,10 m qui peuvent switcher sur tout le monde, il n'y en a pas. il y en a pas et c'est pas pour rien en fait. Enfin, Et si on nous avait dit que Cornet deviendrait aussi important, deviendrait presque un acteur de la free agency de cette année, c'est-à-dire que potentiellement c'est un des mecs qui va signer en premier ses contrats, il va signer 15 millions de dollars, j'en sais rien, aux Spurs, des choses comme ça. Il y a 3 ans, je pense qu'on aurait dit ça. Beaucoup de gens se seraient moqués de nous, à raison, certainement. On avait vu ses débuts à Boston, et là on a un Luke Cornet qui doit approcher de la trentaine gentiment, qui devient potentiellement un très bon backup NBA, peut-être même dans la crème des backups NBA au poste de pivot. Donc, et c'est pareil, et quand on l'a vu arriver, on a dit, mais waouh, c'est compliqué quoi de se retourner et tout, et en fait, ben, on a réussi à le mettre en valeur, il a réussi à amener plein d'autres choses. C'est des profils physiques qui peuvent, pareil, t'aider à faire gagner la bataille des possessions, si c'est des bons rebondeurs offensifs. De ce que j'ai vu des stats de ce Williams, il a pas mal de prises par match, ce qui est assez logique, hein, vu sa taille à cet âge-là, et il devait quand même dominer pas mal de mecs physiquement. Donc ouais, pourquoi pas. et C'est espoir, entre guillemets. d'ailleurs, en termes de comparaison, c'est vrai que Luke Cornet, c'est pas mal aussi, hein. Dans le sens, voilà, mobilité pas folle, mais par contre, si tu le gardes en roamer, c'est très intéressant. Et offensivement, bah, c'est soit très près du cercle, soit du passing. Donc, Après, moi je suis très haut sur le toucher de balle à l'heure actuelle de Luke Cornet. oui, Euh, c'est un joueur qui c'est- mettait les 3 points en début de carrière. Ouais, ouais, et puis toucher de balle, et après, j'ai pas vu assez le Amari Williams, mais qualité de compréhension de ce qui se passe sur un terrain, on est à l'heure actuelle, Cornet, je pense qu'on est sur un mec qui est plus. Oui. Et pareil, bon rollman, je sais pas, du coup, Amari Williams, du coup, on n'a pas dû trop le voir en rollman, s'il avait plutôt le ballon entre les mains à faire des passes, est-ce qu'on l'a vu faire du pick and roll basique Si, en fait? si t'en as un peu, mais je trouve en fait, je trouve qu'il se déplace pas si bien que ça. Et en fait, il est super grand, il a de l'envergure, mais il est pas ultra explosif. Et Mhm. du coup, alors tu peux le trouver en lob sur des alley-oops, des choses comme ça. Bon, déjà, c'est des trucs que les Celtics font pas trop. Bon, ils ont jamais eu Mhm. trop les pivots pour le faire, de toute façon. Enfin, depuis que Robert Williams est parti. Et en fait, le truc, c'est que tu peux quand même le chercher sur des alley-oops parce que bah, le mec est super grand, il a une envergure immense, mais c'est pas un joueur qui va vraiment dominer au-dessus du cercle. D'accord. Donc, C'est pas le rim runner classique, finalement, pas tant que ça, quoi.
Bah, tu vois, je disais Robert Williams, mais Robert Williams est explosif, enfin, était Oui, c'était explosif de fou par rapport à Mary Williams. complètement. C'est Par d'ailleurs contre, ce qui doit c'est un joueur qui est excellent pour les box-out, pour se positionner. C'est un joueur, le ballon part du shooter, tu le vois, parce que souvent il est placé haut en tête de raquette, justement, parce qu'il sert de passeur ou des choses comme ça. Il fait sa passe, son coéquipier shoot, tu le vois foncer toute balle près du cercle pour aller chercher le rebond et il se positionne toujours super bien. Il contourne le joueur pour vraiment se placer entre le panier et le défenseur et bah, maximiser ses chances d'avoir des rebonds offensifs. Donc ça, dans une NBA qui mise de plus en plus dans la bataille des possessions, ça peut être un skill assez intéressant. c'est des c'est des vraies qualités qui peuvent te faire gagner des minutes de Mm. plus en plus. Voilà, je pense qu'une carrière sur des mecs un peu pas des superstars ou des projetés superstars, doivent trouver un skills ou deux qui leur permettent de gagner des minutes. Nous, Ouais. Hauser, il a gagné ses minutes parce qu'on a je pense que le staff, ils ont vite vu que c'était un des meilleurs shooters qu'ils aient jamais vu. Voilà, très clairement. Donc, tu grattes tes minutes comme ça. Après, tu surviens en défense. Bah, tu regrattes encore des minutes. Si lui, il peut commencer au départ en disant, ben voilà, ah tiens, il nous a fait gagner 2-3 positions par-ci par-là, il a amené de l'énergie, il a réussi à défendre le panier, il s'est pas trop fait cibler, ben il va gratter. C'est là comme ça qu'il va gratter. Et si à un moment il y a une blessure d'un titulaire ou ne sais-je, et ben qu'on lui donne un peu plus sa chance. Et là, on voit ce qu'il en fait. En vrai, tu vois, en vrai, c'est un pic et ben que alors c'est bête hein, mais qui me chauffe plus que Gonzalez de par le profil en fait. C'est horrible hein, et là je parle de quasi que de profil physique et de poste hein, vraiment. Mais en plus, alors ça veut rien dire, mais pour refroidir un peu les esprits, on va dire, et la hype, Tu sens que je suis euh, chaud. c'est un joueur qui, de ce qui en sort, à voir, ça n'a pas été confirmé, mais de ce qui en sort, devrait être un two-way contract. Je pense que ça va énormément dépendre de à quel point on arrive à faire revenir Horford et ou Cornet, qui sont les souhaits de Brad Stevens. Si jamais on en fait revenir que un des deux, voire aucun des deux, je pense qu'Amari Williams va prendre un vrai contrat avec les second round contract exception là. C'est ce que Jordan Walsh a eu, je crois. Mhm. Si on arrive à faire revenir Horford et Cornet, je pense qu'on se dirige vers un contrat two-way et qui peut-être aura quelques minutes chez nous, un peu comme ce que Keita avait eu un peu et après prendre un vrai contrat. Juste pour redonner de l'espoir après avoir été pessimiste quelques secondes. Typiquement, un Luke Cornet, il se fait drafter enfin, il est drafté en 2017 par les Knicks. Il signe un contrat, un two-way contract justement. Et c'est après, bah, enfin, c'est juste pour dire que tu peux avoir un two-way contract, te développer 1 an, 2 ans, puis petit à petit réussir à trouver. Je sais que c'est rare parce que souvent on se dit, ouais, mais les two-way contracts, ok, c'est cool, mais c'est très rare les two-way contracts qui finissent par avoir des vraies minutes, devenir des vrais joueurs NBA. Bah, au final, justement, on voit que bah, Cornet, nous, on a réussi à le faire. Bon, c'est pas nous qui lui avons donné le two-way contract, mais on avait réussi à le faire, à transformer. Enfin, lui a réussi à se transformer un two-way contract en un vrai joueur. Et Nemias Queta, du coup, qui est un peu comme ça aussi, qui a signé un two-way contract chez nous avant de signer un contrat sur plusieurs années. Donc voilà, Je juste. pense que c'est pas une nouveauté mais le développement de corps aussi grand est un peu plus long et on a des mecs qui arrivent à devenir productifs et intéressants un peu plus sur le tard on va dire. Ouais. Ne serait-ce que pour prendre la pleine possession de ce corps qui doit être assez encombrant mine de rien. Et surtout, je pense, cette dernière chose, après on passe au dernier prospect rapidement, un peu comme ce qu'on disait avec Hugo Gonzalez, et là encore plus avec Amari Williams qui a un pic du coup 45, je pense que si on se... Enfin, faut pas s'attendre à ce que ce soit un starter qui va jouer 35 minutes par match chez nous. Si c'est le cas, alors là c'est vraiment un gros home run de la part de Brad Stevens. Mais si ça devient justement la relève de Cornet, c'est-à-dire ton futur bon pivot backup, bah là encore c'est déjà une victoire en fait dans ce range de la draft. Ok. Allez, vas-y, Tito, lance-toi sur le pic 57. Donc le pick 57 qui est Max Shulga, un Ukrainien. Alors d'ailleurs oui, fun fact, j'ai même pas précisé pour Amari Williams. Bon, Hugo Gonzalez, ça s'entendait un peu. Hugo Gonzalez est un Espagnol, Amari Williams un Britannique et Max Shulga un Ukrainien. Donc draft très très européenne. Et j'ai pas mon Maxime Reynaud, du coup. Et ouais, malheureusement. Donc ouais, Max Shulga qui pour le coup est celui que j'ai le moins vu des trois. J'ai regardé un peu hier, mais
Trouver des matchs de VCU, c'est pas si simple. Du coup, Max Shulga, qui est un shooter, alors qui a VCU, donc c'est un super senior, donc il a fait 5 années à la fac, donc lui aussi c'est un vieux, entre guillemets. À VCU, il avait pas mal la balle en main. On lui demandait pas mal de créer, ce qui était pas forcément inintéressant, mais on voit, enfin, au final, quand on épluche les stats, on voit que moins il crée, plus il est performant, parce que je pense que sa vraie valeur, elle est dans son shoot, et notamment son shoot off-ball. Mais par contre, t'as des vrais skills de passing. Donc ça, à voir s'il peut les garder, même s'il joue off-ball dans un rôle de shooter, est-ce qu'il peut garder ses skills de passing et du coup de connecteur. Je sais pas à quel point on l'utilisera justement dans ces skills-là. Pour le coup, je trouve que lui euh, est assez similaire à ce que Anthony Simons apporte. Euh, en, évidemment, dans un niveau bien moindre en termes de talent, mais dans ce côté off-ball et qui finalement peut off-ball shooter excellent et qui finalement peut apporter un peu de passing, de playmaking et qui défensivement pour le coup je trouve pas si mauvais que ça. On parlait notamment de Anthony Simons qui était pas très bon. Il fait 6'4 donc il fait 1m93, il fait la taille de Derrick White. Je trouve que il y a des problèmes de concentration loin du ballon. Et on ball, il va être un peu ciblé, mais je trouve il est assez grand en fait, et du coup, il va pas être catastrophique sur des ISO, sur des 1 contre 1. C'est plus dès que tu vas commencer à mettre des écrans, à mettre du pick and roll et qu'il va devoir naviguer, prendre des décisions où ce sera un peu plus compliqué, je pense. Mais donc, ce qu'il faut retenir du petit porteur de balle de VCU, Max Shulga, c'est que c'est un super shooter, et je vais vous donner quelques chiffres. Il shoot cette année en NCAA. Il a shooté à 39% à 3 points, il est à 78% en lancer franc. La saison précédente, c'était 42% à 3 points. Et en fait, sur ces 5 saisons en NCAA, il est à 40%. Donc tu es à 40% à 3 points sur 5 saisons NCAA, donc sur un vrai volume. Et plus de 80%, 82% au lancer franc, donc les indicateurs sont très positifs. Donc t'as vraiment un super shooter à 3 points. Mais bon, là, pareil, on est sur un pick 55. Je sais pas à quel point on va vraiment l'utiliser ou pas, parce que pour le coup, c'est un profil qu'on a pas mal en Sam Hauser, en Peyton Pritchard, en Shireman, même en Anthony Simons maintenant. Donc ouais, je sais pas à quel point on va l'utiliser, parce que c'est pas un profil qui nous manquait tant que ça. Je ne dis rien. À mon avis, c'est du Maine Celtics. Ça, on verra ce que ça Ouais. donne. Mais là, c'est une année chez le Maine, 2 années chez le Maine, et on verra bien ce que ça donne. Si vraiment il explose, ben, on le verra peut-être. Hein, mais à mon avis, on n'est pas prêt de le voir sous le maillot des Celtics. Ouais, plutôt d'accord. Du coup, on a fait un bon petit tour. Vincent, est-ce que tu veux qu'on parle un peu peut-être de la suite, de ce à quoi s'attendre ou... On peut parler de tout. C'est long. Putain, on est long. On avait besoin de parler d'histoire, je pense. On avait besoin de parler de cette intersaison. Elle est passionnante. Hein. Ben, la suite, je sais pas. Potentiellement encore des rumeurs de trade. À l'approche de la free agency. Donc ouais, ce que dit Steven, c'est vraiment ils ont l'air confiants là-dessus. On veut ramener nos 2 pivots, Cornet Orford. Pour moi, si tu ramènes tes 2 pivots Cornet Orford, t'es pas dans le tanking que moi je désirais entre guillemets. Alors le tanking entre guillemets, pas le dire, c'est un gros mot, j'ai l'impression. Mais ce côté, voilà, je voulais développer des jeunes qui t'a moins gagné de match, que notre pick 2026 soit plus haut. Si tu ramènes Cornet Orford, pardon, tu te construis un roster. Si t'as pas trop sacrifié, admettons tu dumps George Niang et tu signes tes 2 pivots, t'as un roster qui est compétitif et tu joues le top 6, top 7 à l'Est. Donc ça veut dire que tu es reparti en disant, nous on joue à fond. Et voilà, c'est pas ce que moi j'aurais privilégié, mais par contre ça peut être fun et du coup voir le développement des jeunes et Simon ce que ça donne. Ça... Si on parle là-dessus, je suis ok. Si on me dit il y a méga offre sur un des 2, White ou Brown, qui est border, tu peux pas la refuser, irrefusable. Je verrai l'offre et on verra ce qu'il fait et on jugera sur pièce, mais
ça peut prendre encore beaucoup de directions cette histoire, hein, et on a l'impression qu'il a pas fini le boulot. C'est que c'était que le premier étage de la fusée, là, tout ça, les deux trades et la draft, c'est vraiment le premier étage, donc à voir. Par contre, toujours pareil, on en parlait justement avec Guillaume l'autre jour, ce côté de Stevens, il a un truc à faire, il le fait, ça appuie sur le bouton, ça attend jamais, c'est toujours très tôt. Il faut qu'on se rappelle le trade de Porzingis, quand Holiday sur le marché, ça attend 48 heures, boum, c'est fait. Là, il faut s'en séparer en 24-48 heures, c'est fait aussi. C'est très satisfaisant d'avoir un GM comme ça qui s'est tranché. Tu vois la vision, tu la comprends à peu près. Enfin, on est jamais sur des dingueries absolues. On est toujours dans la gestion des assets. On sent qu'il veut toujours avoir cette banque de pics de draft, notamment du second tour et tout, pour se garder de la flexibilité. On sent des gens compétents derrière, donc bah oui, c'est très satisfaisant et très réconfortant aussi, parce que bon, la fin de saison plus la blessure de Tatum, c'était quand même pas joyeux. D'avoir des gens à la tête de tout ça qui sont des gens ultra compétents, je l'ai dit 3 fois dans le tunnel, c'est parce que je le pense vraiment, et ouais, c'est cool. Tu gardes toujours un amour profond pour la franchise, et ce côté, tant qu'il y a ces gens-là à la tête, mon amour va pas s'étioler, quoi, entre guillemets. Ouais, et puis en plus, je reviens vite fait sur la banque d'assets que tu disais. Les Celtics ont tout leur premier tour de draft, à part le 2029, pardon. Et il y a un swap Euh, aussi. et il y a le swap 2028, c'est un swap avec les Spurs. Mais en gros, ils ont un premier tour de draft pour toutes les années à part 2029. Donc ça déjà, c'est ultra positif pour une équipe qui a gagné le titre, parce que allez voir toutes les équipes qui sont compétitives, à part Oklahoma, encore une fois. Si vous allez voir toutes les équipes qui ont gagné le titre récemment ou ont été en finale NBA, ils ont tous dû lâcher plusieurs tours de draft, plusieurs first pick. Je pense à Cleveland qu'on a envoyé pour Donovan Mitchell. Les Pacers, j'ai pas été voir, mais possiblement qu'ils en ont envoyé peut-être pour Siakam ou Tyrese Haliburton. Donc avoir autant de choix de draft, notamment du premier tour, pour une équipe qui vient de gagner le titre et qui est historiquement assez compétitive ces dernières saisons, c'est énorme. Et l'autre truc, c'est les seconds tours de draft. On en a 10 sur les 7 prochaines saisons. Bon, dont 4 en 2026. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. En fait, on en a 4 en 2026 et 4 en 2031. Ensuite, on en a un en 27 et un en 30. D'accord, ok. 2030 et 2000. Tiens, et même 2032, j'avais oublié, tiens, qui vient de s'ajouter cette année. Bon, après, il y en a qui sont. Par exemple, 2031, on a le second tour de Houston, mais il est protégé de 31 à 55. Donc Oui, donc voilà. on l'aura pas. Et après, il y en a pas mal où c'est des swaps et on n'a pas forcément le plus favorable. Donc voilà, mais c'est juste pour dire que ça reste quand même des assets que tu peux envoyer dans des trades. Et enfin, dernier point, parce que je regardais du coup les picks que les Celtics avaient. L'année prochaine, donc on a 4 second tours de draft, aucun qui est vraiment à nous. Et on a que le premier tour de draft qui est le nôtre. Donc en fait, je me suis dit, c'est possible que Mazzulla et Brad Stevens se disent, bah tu sais quoi, on a que notre first pick de draft, enfin notre premier tour de draft. On va quand même jouer à fond les matchs et tout ça, essayer de gagner des matchs. Au pire, parce que peut-être qu'ils se disent la conférence Est est à un tel niveau qu'en fait, même si on fait exprès de perdre, on va réussir à être dans le top 10, à jouer le play-in et finalement avoir un pic qui sera peut-être entre, je sais pas, entre 15 et 20. Si on joue de gagner tous les matchs, bah peut-être que notre pic, au lieu d'être 16, il va être 23, tu vois. Et du coup, peut-être qu'ils se disent, bah autant jouer le coup à fond avec du on sait jamais, avec les blessures, etc. Vu que de toute façon, tous tes seconds tours de choix, tes seconds tours de draft, ils t'appartiennent pas à toi, donc ils dépendent pas de ton classement à toi en fait. Mhm. Donc c'est possible qu'ils partent dans cette optique-là. Je sais pas, à voir. Toi, si tu fais un pari, est-ce que tu vois un White ou un John Brown partir, ou tu penses qu'on va rester comme ça et essayer d'être un minimum compétitif? C'est ce qui a l'air de. Je te dis, pour moi, ce qui est révélateur, c'est si tu fais revenir Horford, tu fais pas revenir Horford pour pas être compétitif. Je sais, ce serait ridicule. À 39 ans, Ah, ce sauf si tu veux mec-là, l'aider à arrondir ses fins de mois. je pense que ça, je pense, comme je l'ai dit une fois dans le podcast, je pense qu'il a tous ses trimestres pour la retraite. Je pense que ça devrait se passer correctement, j'espère. Le mec a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc une gestion relativement saine de tout ça. Si tu fais, pour moi, voilà, vraiment, tu refais venir notamment Horford.
C'est pas pour aller prendre des tôles à droite à gauche et dire ah tiens on a filé 35 minutes à Hugo Gonzalez, on le trouve intéressant. Tu vas jouer à fond et à fond. Donc si tu joues à fond, mais tu gardes tes valeurs terrain. Donc tu gardes Jalen Brown et Derrick White et même Simmons parce que ça reste des mecs qui mettent des points et qui font gagner des matchs NBA, j'estime. Donc voilà. Après il y a potentiellement aussi le fait on veut garder notre corps classique, par contre on va essayer de descendre sous la luxury tax encore plus bas pour avoir encore un peu plus de flexibilité et notamment la repeater tax, la fameuse repeater tax qui te fait que tes pénalités sont exponentielles. Et ben peut-être que tu vas essayer de te remettre le plus possible à zéro et donc encore faire des économies. Ça on l'a déjà fait beaucoup. On l'a dit, on n'est pas si à l'abri que ça. Donc peut-être qu'ils sont en train de regarder pour les 27 millions de Simmons, s'ils arrivent à les transformer en 17, et ben ils seront peut-être ravis. Alors tu perdras en valeur certainement sportive, mais tu continueras à faire des économies. Donc pas de pari. Ils font ce qu'ils veulent. Je l'ai dit, ils sont compétents, bien plus que moi. Moi, si ça avait été que de mon fait, Ouais, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que moi, t'aimerais faire moi, si tu sais, t'étais Brad Stevens? je démantelais assez fortement. J'essaie de me séparer du contrat énormissime de Jalen Brown contre des joueurs à potentiel un peu plus jeunes, des assets et tours de draft. Et je faisais vraiment un développement de jeune l'année prochaine seulement pour que mon pic à moi soit très élevé. Ce pic qui m'aurait servi à soit piquer assez haut un jeune talent, soit éventuellement drafter et trader ce pic avec d'autres joueurs pour aller chercher un autre très gros joueur en fin d'année prochaine. Ça, c'était mon plan à moi, mais qui est très radical et je peux comprendre qu'il soit peut-être choquant pour certains ou un peu farfelu, mais moi mon désir c'était quelque chose d'assez radical, et le fameux 35, le gros contrat de Jalen Brown. Pour moi, si tu gardes les Jays sur les 5 ans qui viennent, tu vas être tous les ans dans la panade financièrement pour construire un roster compétitif. Et ça, et c'est pas, et je pense pas là pour le coup, je pense pas être un uluberlu ou dire n'importe quoi, je pense que c'est une vérité. Tu gardes Brown, White, Tatum, environ entre 140 et 150 millions sur 3 joueurs, même si le cap il augmente, c'est une panade. Et là pour le coup, je pense que je suis assez sûr de mon coup et je pense qu'on va pas trop me contredire. C'est une panade, donc tu vas jouer à côté avec des contrats rookies, donc des mecs pas forcément finis, ou alors sinon il faudra faire des coups extraordinaires. Alors ça, voilà, la magie elle existe, hein, effectivement, mais je trouve ça très compliqué, et du coup j'estime que cette intersaison était idéale pour dire Jalen, on peut plus, on va essayer de t'envoyer dans une bonne situation où tu auras ta franchise à toi, trouver quelqu'un qui croit en toi et qui veut de toi, et qu'on ait une contrepartie intéressante pour le futur. Et en fait, je visais vraiment futur du coup, mais ça c'est un plan qui est très facile entre guillemets de sa chaise de bureau, beaucoup moins facile à mettre en œuvre dans la vraie vie parce que les 55 millions à bouger dans un gros trade, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus compliqués dans la vraie vie. Oui. Ça marche. Bah écoute, de toute façon, moi je pense que j'étais un peu d'accord avec toi. Peut-être Derrick White que j'étais au début moins chaud, mais au final avec le recul par rapport à son âge, tout ça, si tu peux récupérer les rumeurs qu'on voyait, hein, un package à la Michael Bridges, c'est difficile de dire non. Donc Voilà, on verra. exactement. On laisse notre magicien Brad Stevens opérer. Jusqu'à maintenant, je trouve que il y a eu aucun trade ou aucun choix qui était vraiment mauvais. Il y a des choix où on attend de voir, hein, les rookies notamment, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, Niang et Anthony Simons, savoir ce qu'on va en faire. Mais jusqu'à maintenant, Brad Stevens m'a quand même très rarement, pour pas dire jamais, déçu. Donc voilà, on va voir. Comme tu l'as dit, ils sont beaucoup plus compétents que nous, donc on va voir ce qui va se passer. On se retrouve, je sais pas, peut-être s'il y a d'autres mouvements, on fera un autre podcast. Peut-être que dans 2 mois, on fera un podcast pour faire nos adieux à Jalen Brown. On verra. On verra ce qui se passera. Merci Vincent. En te Merci à souhaitant toi. un bon été, une bonne intersaison, puis à la prochaine. À la prochaine, merci. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout.
So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.